et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, 2h30 de direct pour prendre le temps de se poser, de se parler, de tenter de se comprendre, de s'entraider. C'est ce que l'on vous propose tous les soirs sur Europe 1 de 22h30 à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Sonia et Paul sont là, tout près, de l'autre côté du poste, pour vous y accueillir. Alors surtout, ne restez pas seuls avec peut-être des questions qui vous tourmentent, des soucis qui vous empêchent de trouver le sommeil. Venez en parler avec nous, 39 21, pour me parler ou pour dialoguer, peut-être avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire vous aura touché. Vous pouvez également donner votre point de vue, et je vous y invite vraiment fortement à le faire par mail sur le site europe1.fr, si vous êtes un petit peu plus timide, ou par SMS au 7 39 21. C'est Philippe Chartier qui est aux commandes de l'émission ce soir. Et un mail, tiens, pour commencer, d'Estelle, un joli mail qui dit je vous écoute en podcast tous les jours. En vous écoutant, je me soigne, je ris, je pleure, je me compare, je me retrouve, je me révolte. Merci pour ces moments devenus indispensables. Bonsoir Anne-Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonne année à vous tous. Oh merci, d'abord. C'est gentil. C'est gentil, voilà. Merci. Bonne année. Très bonne année à vous également, chère Anne-Marie. Oui, espérons pour tout le monde. Voilà. Bon, j'ai hésité à vous appeler parce que c'est vrai que c'est pas facile. Oui, j'ai entendu votre message que vous avez laissé sur le répondeur. Vous dites bon allez, cette fois-ci j'y vais, je me lance parce que je vais pas bien. Oui, c'est pas évident. Voilà. Enfin depuis le 6 mars 2014. Ma fille qui m'avait appelé le midi pour me rassurer après 3 jours d'inquiétude suite à des inondations par là où elle habitait, mais ça n'était pas dans la ville où elle habitait, contrairement à ce que disaient toutes les radios. Et moi j'ai été très inquiète, et puis le 4e jour elle m'a quand même appelé le midi. Du coup je l'ai remerciée par SMS ensuite. Mais en lui mettant à la fin, c'est vrai que quelquefois, je ne comprends pas ton changement de comportement. Voilà, par rapport à ça, en fait. Le fait de me laisser 3 jours dans l'inquiétude et puis après de m'appeler de son bureau, alors qu'en fait, lorsqu'on va reprendre son travail, c'est pas le moment d'appeler, quoi. Et je pense que c'est cette phrase que je n'aurais pas dû mettre, ce qui fait que le soir, elle devait me rappeler plus longuement, et là, elle a coupé les ponts et elle a demandé à ce qu'on me donne ni son adresse, sa nouvelle adresse, son téléphone, enfin rien du tout. Je connais plus rien de sa vie depuis ce moment-là. Voilà. Et j'ai tout tenté avec son père, qui habite, lui, la région lyonnaise. Moi, je suis dans le sud-ouest, sur Bordeaux. Ma fille et moi, on a vécu 32 ans ensemble, dont 17 ans avec son père, et mariés. Ensuite, on est arrivé dans le sud-ouest, on a divorcé 1 an et demi après. Et puis après, moi, j'ai galéré de contrat en contrat pour pouvoir survivre. Et puis, voilà, quoi. On était très fusionnels, vraiment très proches l'une de l'autre. Peut-être que, comme elle était très mature, déjà très jeune, j'ai peut-être eu le tort, je m'en rends compte après, d'avoir parlé de tas de choses, parce qu'elle était très, très évoluée. Comment dire, elle de était vous être confiée à elle, vous voulez dire pas vraiment confiée, mais c'est vrai que non, pas confiée, non pas confiée, mais on parlait de tout. Peut-être qu'à 12 ans, il y a peut-être des sujets qu'on évite de la vie, peut-être. Ça dépend. Vous pensez à quoi? C'est vrai que vous pensez il y a quelque chose qui vous... j'ai quand même pas mal... on a déménagé beaucoup. Pendant 3-4 ans, on a eu une vie où on a déménagé pas mal. Et moi, je lui avais proposé, elle avait à peine 12 ans, elle avait le choix d'aller vivre avec son père, le temps que moi, ça se stabilise. À 14 ans, je lui ai renouvelé ma demande, ma proposition, en lui disant ne serait-ce que jusqu'à ton bac.
Et puis après, bon, bah, tu seras à la fac, et puis moi, j'aurais trouvé un poste stable. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais elle n'a pas voulu partir chez son père, voilà, parce que c'est vrai qu'avec moi, on parlait beaucoup, on était très proches, on faisait beaucoup de choses. Voilà, elle était quand même. Moi, j'étais très à l'écoute. D'ailleurs, j'ai toujours fait tout en fonction d'elle. Voilà, et je pense que lorsqu'elle a eu 24 ans, qu'elle est revenue vivre chez moi après un essai de vivre toute seule, un peu malheureux, parce qu'elle n'arrivait pas à payer son loyer. Mhm. Donc, elle est revenue vivre à la maison. Et c'est vrai que c'était le souk, mais le souk dans toute la maison régulièrement. Et bah, il s'est passé. C'est-à-dire c'était le désordre, vous voulez dire, ou c'était entre le vous? désordre, oui, le désordre total, oui. Voilà. Ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Elle était plus ordonnée auparavant, avant de... Pas plus, mais disons que, bon, moi, peut-être ce jour-là, j'en ai eu marre de toujours repasser derrière elle. Je sais pas du tout ce qui m'a pris. Elle n'a jamais reçu une fessée, elle n'a jamais reçu une claque, jamais rien de tout ça. Moi, je suis contre la violence, contre les conflits. Même dans le travail, d'ailleurs, je me suis laissée souvent... écrasée parce que pour éviter les conflits, quoi. Je déteste ça. Voilà, un soir, je rentre de mon travail, je vois que c'était la chambre, je vous dis pas dans quel état, et la vaisselle dans l'évier, et elle n'était pas là, elle revient, et puis pour repartir, je lui dis, mais tu repars où? Donc je lui ai dit, mais tu as vu un petit peu ce saut partout, quand même, tu pourrais essayer de faire un effort. Et elle m'a répondu, toute façon, tu n'es jamais contente, ça va jamais. Et je sais pas, est-ce que c'est toutes les années passées d'avoir inconsciemment peut-être gardé en moi, je ne sais pas, des frustrations. Je ne sais pas, je lui ai fichu une claque et je l'ai envoyé dans sa chambre. Et puis aussitôt, je suis arrivée en sanglots dans la chambre en demandant pardon, vous voyez, encore maintenant. Oui, on vous sent comme si vous remémorez cette scène et ça vous culpabilise beaucoup. Oui, mais j'arrête pas, Caroline. Oui, mais ça... Je sens à quel point ça vous rend malheureuse, mais je pense que ça se joue à un autre niveau, finalement, dans ce lien même vous savez, il y a beaucoup de choses, certainement. Le fait qu'en arrivant dans le sud-ouest, on a été éloigné de toute notre famille et belle famille. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Ensuite, le divorce, même si ma fille a jamais manqué de rien et encore moins de tendresse et d'écoute. Certainement. Cependant, elle est on sent à quel point vous l'aimez, à quel point vous l'avez investi, à quel point vous étiez proche, et peut-être même trop à un moment. Parce qu'à un moment, c'est toujours ces relations mère-fille, vous savez, un moment pour arriver à exister finalement. Il faut un moment pouvoir aussi un peu se séparer de sa mère, de son modèle. Tout à fait, oui. C'est vrai que peut-être qu'elle est en train de faire. Elle a eu la chance d'avoir un bon entretien et de rentrer dans le fonctionnariat du ministère de la Justice. Donc elle est dans le Béarn. Et puis ensuite, bon, elle est allée passer il n'y a pas longtemps. Elle était contente dans le Pays Basque, puisque c'est là qu'on a toujours voulu retourner. D'ailleurs, moi, je fais une demande de logement dans ce sens, parce que je suis sur Bordeaux, c'est une véritable catastrophe. Et vous ne vous plaisez pas, là où vous êtes? Du tout. L'environnement où on est, c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte, ça fait 3 ans que j'habite un HLM, ça fait 3 ans qu'on n'a pas de chauffage l'hiver. Ah bon? Et c'est une catastrophe. Là, vous n'avez pas de chauffage actuellement? Non. C'est incroyable, ça, quand même. Voilà. Depuis 3 ans. Mais qu'est-ce que fait l'office HLM? SMI. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est incroyable quand même. On laisse pas les gens sans chauffage l'hiver.
Ils disent que maintenant, il faut attendre dans 1 an et demi, 2 ans, la rénovation, parce qu'ils peuvent rien faire. Voilà. Donc, enfin bref. Donc, ma fille a été donc prise. Elle est donc fonctionnaire. Et c'est vrai que ça a été très dur en juillet 2012 parce que moi, en même temps, je vivais un divorce avec une personne étrangère en qui j'avais toute confiance. Et puis, en fait, voilà quoi, je me suis faite bien avoir. Donc, je vivais un divorce en même temps, la séparation de ma fille. Et aujourd'hui, vous êtes seule ou vous avez un compagnon? Oui, non, seule. Alors ça, je ne suis pas prête, non, ça. Je crois que là, c'est terminé. Et d'ailleurs, ce que m'a reproché ma fille, c'est que elle a reproché, enfin je le sais par intermédiaire, que justement cette claque pour elle, c'est comme si je l'avais battue, vous voyez, comme si elle avait été battue, comme si elle avait été frappée. Tellement elle, ça l'a marqué. Ça l'a marqué autant que moi, ça me marque encore. Donc, c'est un dialogue mais il y a quelque chose, c'est un peu, comment dire, comme si ça permettait de ne pas parler du reste. Cette claque, finalement, vous voyez, c'est comme si, au fond, la raison de cet éloignement était liée à ça. C'est ce qui a peut-être permis de faire rupture, vraiment. Rupture, pas au sens définitif du terme, hein, d'ailleurs, mais un moment qui a permis peut-être une mise à distance, enfin quelque chose dans cette relation qui était extrêmement fusionnelle. D'ailleurs, même dans la façon de dire, vous me dites que vous avez vécu 32 ans ensemble, dont 17 avec son père. Finalement, c'est comme si le couple c'était vous et votre fille. Oui, c'est vrai. On sent qu'il y a ce lien très fort et comme souvent dans ces liens très forts, à un moment quel âge elle a aujourd'hui, votre fille? 35 ans. Oui, comme souvent, un moment où elle a besoin, elle aussi, d'exister finalement par elle-même, voilà, de trouver... Elle a dit, oui. De trouver... Elle a dit à ma sœur et à je le sais par ma sœur, qui est sa marraine. Voilà, je sais quelques petites choses comme ça. Et puis, elle a reproché aussi que je l'ai fait déménager souvent. Mais ça, c'était pour le travail. Oui, donc mais Anne-Marie, vous savez, après, évidemment, quel est l'enfant... À refonder un foyer, voilà. Oui, mais en même temps, vous savez, vous auriez reformé un couple avec un homme, elle aurait pu vous dire qu'au fond, cet homme-là, elle ne s'entendait pas avec lui. On a toujours... on a toujours des raisons d'en vouloir, de reprocher certaines choses à ses parents, au fond. Oui. Évidemment, parce que les parents font ce qu'ils peuvent, ils sont pas parfaits, et heureusement qu'ils ne le sont pas. Mais après, il y a ça, on accroche comme ça des choses, et comme vous vous rendez extrêmement malheureuse en même temps avec cette grande capacité qui est pas si fréquente d'ailleurs, à vous remettre en question. Et peut-être même trop aujourd'hui, mais c'est ce qui peut aussi vous aider à au fond peut-être moins souffrir de cette situation, parce que votre fille, elle s'éloigne pas parce qu'elle ne vous aime pas ou mais parce qu'à un moment elle vous aime trop. Vous preniez trop de place presque. Oui, elle a dit d'ailleurs, j'étais trop envahissante. Voilà. Elle ne se rend pas compte que d'un seul coup, la coupure brutale, comme ça s'est passé, en 15 jours, il fallait qu'elle parte. Elle ne pouvait pas faire autrement. Voilà, donc ça a été dur pour elle aussi d'ailleurs. Hein. Ou certainement. Mais après, elle a fait sa vie, et c'est là où elle n'a pas admis que je m'inquiète pour un. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand vous m'avez dit, au fond, il y avait eu des inondations dans sa région, vous avez passé 3 jours où vous étiez très inquiète, et puis finalement, elle vous appelle quand elle reprend le travail. Et là, il y a ce reproche, mais derrière ça, c'est tout ce lien, c'est-à-dire votre extrême sollicitude, le fait d'être votre inquiétude, qui à un moment devient presque pesant, un peu. C'est vrai, même jeune, hein, elle partait en voyage scolaire. Si elle m'appelait pas pour me dire qu'ils étaient bien arrivés, c'est vrai qu'elle m'a connue comme ça. Mais ma mère était comme ça aussi. Hein. Mais vous savez, c'est pas facile. Non, j'ai travaillé beaucoup dessus, et c'est vrai ça que s'entend.
coupure m'a beaucoup fait réfléchir sur moi-même. Mais elle ne veut pas l'entendre. Parce que pour le moment, elle-même a peut-être à évoluer de son côté, à vivre un peu par elle-même et plus seulement à travers vous et à travers votre relation. Quand on a un modèle aussi fort, finalement, une image de mère comme ça, aussi présente, aussi forte, par moment, il faut pouvoir s'en éloigner pour exister. Et c'est vrai que si on entend souvent, plus le lien est fort, plus le lien d'amour est présent, plus le lien est fusionnel, plus la séparation se fait brutalement, dans un premier temps. Comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Ça se fait rarement en douceur. Mais ça fait quand même bientôt 2 ans, quoi. C'est long. C'est long. Oui. Alors après, reste à savoir ce qu'elle vit. Bon, déjà, elle a trouvé une stabilité sur le plan professionnel. Vous avez des nouvelles quand même par votre sœur, qui est sa marraine, donc, si j'ai bien compris. Oui, mais ce qui me fait peur, c'est que cet été, elle est partie, soi-disant en vacances, 10 jours au Liban, parce qu'elle est carrément addicte aux réseaux sociaux. Elle est partie au Liban. Alors, j'espère que c'est pas pour quelqu'un. Et après tout, pourquoi pas? Elle peut avoir rencontré quelqu'un au Liban. Ça se passe très mal là-bas, le pays. Voilà. Et puis elle pense y retourner cet été. Et moi, ça me fout. Oui, mais vous voyez comme elle a déjà même. Alors, d'autant plus que vous ne savez pas ce qu'elle vit, mais finalement, à un moment, c'est cette inquiétude qui, déjà, quand elle vous donnait des nouvelles, qu'elle vous informait en fait de sa vie, pouvait l'entraver au fond. Comme si il fallait qu'elle vous rassure. Et au fond, c'est très difficile, vous le dites vous-même, c'est très difficile finalement d'être parent, parce qu'on entend ceux qui ont manqué d'amour reprochent évidemment, et à juste titre, ce manque d'amour, et ceux qui en ont trop, il peut y avoir quelque chose, où ils ont du mal à s'affirmer, à exister, ou finalement ils ont aussi cette crainte de décevoir. Parce que quand l'enfant est très aimé, très investi, il y a des attentes très fortes qui reposent sur lui. Finalement, c'est ce qu'elle vous dit. L'enfant peut dire à un moment, mais ça va jamais. Ça va jamais finalement. J'arriverai jamais à être à la hauteur de tes espérances, ou peut-être, comme vous l'avez dit aussi, de pouvoir. Finalement, on a tous dans nos vies des choses qu'on n'a pas fait, des manques, des frustrations, et parfois, implicitement, on demande à nos enfants de pouvoir réaliser un peu ce que nous-mêmes, on n'a pas pu réaliser, ou les enfants le perçoivent presque comme une mission qui leur incombe. Voilà. Mais elle interprète beaucoup les choses. On interprète toujours quand il y a beaucoup d'amour et beaucoup de projection. Là où par exemple, la dernière fois où je l'ai suivie, je vous dis, où j'ai fait selon ce qu'elle désirait. C'était en 1999. J'étais sans travail. J'ai fait un stage. J'avais quand même un certain âge, mais je sais pas pourquoi l'anglais m'était resté dans la tête. Et je suis allée donc faire un stage d'1 mois obligatoire en Angleterre. Et là-bas, quand je suis arrivée, j'étais surprise. C'est comme si j'avais toujours vécu. J'ai travaillé pendant 1 mois chez une sorte d'agent de voyage, un hindou, et il m'a proposé un CDI très très bien payé, puisqu'il me payait plus d'1 million de francs à l'époque. Oui. Et c'était un poste stable. Et quand je suis revenue, j'étais contente. Et ma fille m'a dit, maman, tu te rends compte, moi, il va falloir que je traduise l'anglais en espagnol, en français, etc. Donc, c'est pas possible. Donc, j'ai dû abandonner. Voilà. J'ai dû abandonner. Je l'ai écoutée. J'ai toujours fait en fonction d'elle. Et puis,
prendre n'importe quel boulot quand j'ai plus de travail dans les bureaux. J'ai travaillé en 3-8, Oui. J'ai fait l'hôtellerie, enfin bon. Mais peut-être que justement voilà. aussi cette très grande dépendance entre vous deux est quelque chose qui peut lui peser aujourd'hui dans la construction de sa vie. Et que donc, craignant au fond que vous repreniez ces liens-là, elle a mis une distance pour pouvoir avancer, se construire, ce qui ne veut pas dire que... Enfin, moi, je reste très confiante quand vous avez une grande capacité d'introspection, une grande capacité à vous remettre en question. Il faut peut-être laisser le temps à votre fille aussi de faire des choses par elle-même. Et simplement, vous pouvez lui mettre un mot à l'occasion de son anniversaire ou la défaite de la nouvelle année, faire passer par votre sœur, en disant que cette séparation, enfin ce que vous vivez, ce recul, vous a permis aussi de réfléchir à votre lien et que vous comprenez aussi qu'elle a besoin de cette liberté, de s'affranchir un peu de vous et que vous souhaitez qu'elle soit heureuse. Et que vous retrouverez. Je l'ai fait, je lui ai dit. Donc, je crois qu'il faut que vous restiez confiante, vraiment, parce que elle reviendra, votre fille. Elle a simplement besoin de se construire un peu, en dehors de vous, parce que cette image est trop présente encore. Donc donnez-vous du temps et occupez-vous de vous, occupez-vous de vous, de votre vie. Bon. Allez, attendez, là je dois laisser l'antenne pour les informations. Je vous reprends quelques minutes après les informations. À vous sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Vous avez carte blanche au 39 21. Alors n'hésitez plus à composer ce numéro pour me parler de vous, pour apporter votre soutien peut-être à un intervenant. 39 21. Également les mails europe1.fr et les SMS au 7 39 21. J'ai quelques messages pour vous, Anne-Marie, puisque votre fille a couper les ponts en mars 2014, c'est long évidemment ce temps sans nouvelles d'elle, bien que vous en avez par votre sœur qui est sa marraine et elle sait d'une certaine façon que votre sœur lui transmet de vos nouvelles. C'est pas anodin non plus. Il y a Clélia qui dit pourquoi ne pas garder le silence quelque temps et puis à la faveur de son anniversaire ou d'un autre événement, mettez-lui un petit mot pour lui dire simplement que vous l'aimez. Il y a Cathy de Lyon qui dit c'est pas facile de défaire une relation fusionnelle de façon à ce que chacune puisse vivre pleinement sa vie, mais c'est nécessaire et utile. Bon courage à vous. Et Cathy de Lyon sait très bien de quoi elle parle. Donc ce que vous pouvez faire en attendant, c'est vous occuper de vous. Mais sauf que j'ai oublié de vous dire qu'à Noël, elle était d'accord cette année, enfin 2015, Noël 2015, à recevoir mon cadeau de Noël, contrairement à l'an dernier. Et après, elle a refusé parce que j'ai fait une erreur. Pour appuyer sa mutation sur la côte basque, je lui ai envoyé un certificat médical précisant que, vu mon état de santé, j'avais besoin de rapprochement familial. Et ça, elle n'a pas apprécié du tout parce que pour elle, c'était m'occuper de sa vie. Oui. Et voilà, et elle a raison. Et sur le coup, moi, je l'ai fait pensant bien faire. Voilà, c'était une proposition. Mais ça montre bien comme elle se protège, votre fille. Elle se protège et ça ne doit pas être facile pour elle parce qu'elle aussi ça doit être compliqué d'apprendre à faire sans vous. Mais maintenant, c'est pas rien de ce certificat médical, vous rapprochez d'elle. Vous avez dit à un moment, nos projets, c'était d'aller vivre au Pays Basque. D'ailleurs, à ce sujet-là, je crois que c'est Catherine qui a appelé le 3921, qui aurait une proposition à vous faire, peut-être de logement. On pourra vous donner ses coordonnées hors antenne. Oui, bien sûr. Et ceux qui veulent communiquer avec moi, si elles ont vécu la même chose, ou même des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont vécu ça avec leur maman. On transmettra bien volontiers. Simplement, vous voyez bien comme
il y avait une tentative là, période de Noël. C'est pas grave, ça vous permet vous de comprendre à quel point votre fille a besoin de, en fait, que vous lui fassiez confiance et que vous acceptiez qu'elle décide par elle-même de sa vie. Oui. Et que toute décision de votre part est vécue comme une ingérence dans sa vie personnelle. Oui, et voilà, au fond, absolument. ne lui permet pas de devenir adulte finalement aussi. Voilà, c'est-à-dire de devenir une femme elle aussi, d'avoir une vie de femme et de pas seulement rester votre fille. Voilà, mais je lui ai écrit à Noël à ce sujet. Je lui ai dit, j'ai compris, je m'en excuse. Ce n'était pas une volonté de m'ingérer dans ta vie. Pardonne-moi, voilà. Attention aussi à ne pas être dans, vous voyez, à ne pas être dans à prêter le flanc non plus à le côté, prendre cette position un peu de, je m'excuse, pardonne-moi. C'est derrière, je souffre. Je souffre. Oui, vous souffrez, mais elle aussi, certainement. Et en même temps, vous sentez toutes les deux qu'il y a quelque chose de nécessaire et qui, de ça aussi, finalement, il y avait quelque chose de nécessaire pour que l'une et l'autre, vous puissiez faire évoluer votre relation. Parce que votre relation, elle est pas terminée. Elle va prendre une autre tournure parce que vous-même aussi, vous allez aussi pouvoir la considérer différemment. Et elle aussi, elle va prendre de l'autonomie. Donc c'est ça qu'il faut voir. Tout ce que vous pouvez faire, ça peut être pesant pour un enfant de se dire, même un enfant de 35 ans, qu'au fond de sa présence, dépend aussi la vie de son parent dépend de lui. Comment dire, je m'exprime mal là. C'est-à-dire qu'il faut, au fond, que votre bien-être passe par elle. Je vais faire plus simple. Voyez que votre bien-être. Moi, je suis très mal. Hein. On est d'accord, mais que au fond, pour que finalement votre vie n'a de sens que si elle est dans votre vie et est présente dans votre vie et qu'il n'y a pas d'autre horizon. C'est vrai. Et ça, pour un enfant, à un moment, ça peut être lourd à porter. Alors, comment faut-il que je sois ? Vous occupez de vous et de votre vie, et peut-être, puisqu'on sent que vous avez de grandes dispositions à le faire, allez parler à quelqu'un, parler de ce lien, et investissez d'autres points de votre vie, d'autres relations affectives, peut-être faites des rencontres amicales, amoureuses, enfin... Mais sur vivez Bordeaux, aussi. je n'arrive même plus à aller en ville. J'arrive même plus à aller en ville parce que tout me rappelle ce qu'on a vécu. Oui, mais alors ça ne va pas. Il faut vraiment, parce que là, il y a quelque chose de quelque chose qui vous empêche vous d'avancer, qui est très lourd. Il y a quelque chose d'une souffrance qui, tant que vous serez effectivement dans cet état-là, il y a quelque chose du lien qui est un peu bloqué. Il faut que vous travailliez là-dessus. Vous voyez, on a l'impression d'ailleurs vous vivez en allant parler de votre relation, en vous faisant aider, en voyant quelqu'un, en voyant un psy, vraiment aller parler de ce lien. Vous avez vraiment la capacité à le faire. Parce que là, vous parlez comme quelque chose qui est perdu à jamais. Ce qui est perdu, qui va évoluer, un lien, il évolue tout au long d'une vie. Évidemment, on n'a pas les relations avec un petit enfant, comme avec un enfant adolescent, comme avec un jeune adulte, comme un enfant qui devient parent à son tour. Il y a une transmission. Or, ce qui est terrible, c'est quand le lien se fige. Et qu'on est enfermé l'un et l'autre dans un modèle et que chacun joue sa partition et qu'on peut plus en sortir. C'est très enfermant, ça. Pour vous comme pour elle. Donc finalement, de cette séparation, qui est certes douloureuse, il va advenir autre chose. Mais pour ça, il faut aller parler finalement de ce lien ou de cette rupture de lien qui vous fait souffrir. Et vous aussi, ça va vous permettre de vous libérer et de ne pas voir qu'à travers les yeux de votre fille, votre existence. Parce que il y a quelque chose d'étouffant, pour vous comme pour elle. En tout cas, on a des numéros pour vous qu'on va vous transmettre hors antenne. Et puis de cette dame donc qui a appelé par rapport à une proposition dans le Pays Basque et voilà, vers d'autres horizons. D'accord ? Donc en fait, il faut que j'arrive. Que je m'occupe. Je fais beaucoup de social malgré que je sois à la retraite. Allez parler un peu c'est bien, mais allez parler un peu de ce lien. Oui. Parce que vous voyez, quand vous n'arrivez plus à sortir Bordeaux, parce que tout vous rappelle votre fille. D'abord, votre fille, elle n'est pas perdue.
Elle n'est pas du tout perdue. C'est simplement, il va falloir... C'est ça que j'ai l'impression elle m'a tourné le dos définitivement. Non, on n'est pas là. Donc, moi, je savais qu'il y avait un espoir, ça irait. Mais bien sûr qu'il y a un espoir. Mais bien sûr qu'il y a un espoir. Oui, mais vous voyez, votre vie, vous la faites trop dépendre, votre bien-être finalement, vous la faites trop dépendre de votre fille. Et ça, pour elle, ça l'entrave dans sa propre vie. Alors pour le moment, peut-être qu'elle n'a pas d'autre choix que de s'éloigner. Et encore une fois, ça ne doit pas être simple pour elle non plus. Occupez-vous de vous, vraiment. Occupez-vous de vous. Donnez-vous les moyens, vous, d'aller mieux. Oui. Allez en parler. Si elle sait que je vais mieux, c'est-à-dire que je fais plein de choses. Je pense que ça va la libérer beaucoup, parce que le poids de votre souffrance, le fait que vous lui faites sentir, y compris à travers les mots que vous lui adressez, pardonne-moi, c'est derrière qu'est-ce que je souffre, depuis fille ingrate que tu m'as abandonnée. Bon, à un moment, il faut que ça évolue. Alors, il faut la prendre en compte, cette souffrance, mais aller en parler vraiment à quelqu'un pour dépasser ça et pour vous donner, vous aussi, l'autorisation un peu de vivre et d'exister en dehors de ce lien-là et d'en créer d'autres surtout. Si vous voulez, Caroline, moi, surtout ce dont j'ai peur, c'est que ça fait bientôt 2 ans, et moi, ce qui me fait peur, c'est que si nous arrivait quelque chose à l'une ou l'autre, c'est de ne même pas se revoir. Anne-Marie, vous repartez, vous vous enfermez là. Vous vous enfermez dans des peurs, dans des craintes d'abandon, dans des choses qui... Bon, il faut que vous avanciez, que vous sortiez de ça, parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, il faut que vous alliez parler, vous, de ce lien. D'accord ? C'est pour ça que bon courage. Vous avez bien fait, et il faut vraiment que vous parliez. Là, je dois vous laisser, parce que j'ai beaucoup d'autres appels, mais il faut vraiment, que vous preniez le temps d'en parler. Bon courage, Anne-Marie. Ne raccrochez pas, surtout. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Vous m'avez bien éclairée. Merci. Des messages encore qui me parviennent pour Anne-Marie, qui nous parlait de ce lien un peu interrompu en ce moment avec sa fille, qui la faisait souffrir. Nanou dit, laissez-lui un peu vivre sa vie, elle reviendra vers vous. Suivez-la de loin, discrètement pour le moment, courage à vous. Et puis, on va transmettre vos numéros de téléphone. Il y a un monsieur qui est à Avignon et qui lui-même est dans une situation comme ça de séparation avec sa fille. On va transmettre, ne vous inquiétez pas, on vous met en relation hors antenne. Peut-être un livre aussi qui pourrait... on a beaucoup écrit à ce sujet sur les relations mère-fille. Il y a un livre qui est intéressant de Caroline Eliachev et Nathalie Heinisch. Mère-fille, une relation à 3. C'est chez Albin Michel, voilà, qui peut peut-être un peu aussi vous éclairer. D'ailleurs, à ce sujet, hier, on parlait des relations d'emprise dans les relations d'amitié. Et j'avais lu un SMS où on nous conseillait un livre Ma vie contre la tienne. Merci notamment à Cécile qui a laissé un message sur le répondeur de la Libre Antenne 3921 pour dire que non, ce titre ne parle pas du tout d'une relation d'emprise en amitié. Donc voilà, désormais on fera ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on vérifiera avant de vous citer les ouvrages. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous avez Caroline. Une petite voix. Ah, pardon. Ah ben voilà, non, je croyais vous êtes un peu rapprochée, je croyais que vous étiez un peu intimidée. Je me suis rapprochée du combiné, ça va. Ah ben c'est parfait. Oui, je vous entends mieux là. D'accord, très bien. Alors vous voulez me parler d'une rencontre que vous avez faite, d'une rencontre amoureuse qui vous a un peu laissé désemparée. Ça a eu lieu l'année dernière, pardon. C'est intéressant. Le 28 février dernier. Oui. J'ai rencontré cet homme lors d'une soirée dansante. Oui. J'ai tout de suite été impressionnée. Je pense que j'ai eu le coup de foudre. Et par sa carrure, sa stature, en fait, sa silhouette me plaisait beaucoup. Et je sentais ses regards très pesants sur moi. Donc, il m'a invité tout le long de la soirée à danser. On ne s'est pas revus durant 15 jours. Et lors d'une autre soirée dansante, on s'est de nouveau vu. Et là, durant toute cette soirée-là, il m'a invité à danser. Et il m'a donné son numéro de téléphone à la fin de la soirée. Donc, je l'ai contacté. Donc, la relation a commencé. Et les 3 premiers mois de cette relation étaient vraiment très magiques, on va dire. Parce que, excusez-moi, je suis un petit peu émue, j'ai le cœur qui bat. Et comment dire,
il m'a présenté à ses amis. Oui. Il m'a dit tout de suite que j'étais la femme de sa vie, qu'il savait très bien qu'en 2015, une grande chose allait arriver, que ça allait changer. Donc, vous étiez sur un petit nuage, là. Finalement, oui, ça donnait envie d'y croire et de rêver. Oui, tout à fait. Malgré tout, il y avait quand même quelque chose qui clochait. Ah bon? C'est-à-dire qu'au niveau relations sexuelles, il n'y avait rien parce qu'il n'arrivait pas. Donc, il n'arrivait pas à avoir de relations? Du tout. Il n'avait pas d'érection? Non, c'était pas possible pour lui. Pas du tout d'érection, non. Et donc, moi, j'étais patiente, j'essayais de le rassurer en lui disant que c'était possible de faire quelque chose maintenant. Enfin, c'était pas. Donc, il est allé chez le médecin. Donc, le médecin, il a dit qu'il n'y avait rien de physique, c'était simplement psychologique. Et donc, il lui a donné la petite pilule magique, mais simplement, il l'a prise qu'une seule fois. Il n'a jamais voulu recommencer et on n'en a jamais parlé. Malgré tout, nous sommes partis en vacances avec son groupe d'amis en Corse et ça s'est relativement bien passé, sauf que par moments je sentais qu'il avait besoin de prendre la distance vis-à-vis de moi, mais même vis-à-vis de ses amis. Par moments, certaines réflexions me semblaient un petit peu... ça me touchait plutôt. C'était surtout sur... en fait, il faisait des compliments aux autres femmes qui faisaient partie du groupe, et puis moi, non, quoi. Donc, je me sentais un petit peu lésée. Et il avait souvent envie de faire ce qu'il avait envie, sans être forcément avec moi. Donc, ça m'a un petit peu... je me suis sentie un petit peu mal à l'aise. C'est-à-dire que devant vous, il courtisait ouvertement d'autres femmes? Ce n'était pas vraiment le fait de courtiser, non, il ne faisait pas la cour, non, mais en fait, il faisait... il vous laissait en plan pour aller avec elle? Compliments. D'accord. Non, des compliments du genre « Oh, ta bague brille, elle est très jolie ». Et en fait, à moi, il ne me faisait jamais de compliments. Donc, c'était... En fait, je ne sais pas si c'est parce que je prenais mal ou en fait, j'étais touchée ou j'attendais quelque chose. J'étais vraiment dans l'attente que je n'avais pas. Donc, du coup, j'étais toujours à guetter la moindre petite réflexion. Je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être parce que la situation aussi que vous viviez sur le plan intime pouvait un peu vous fragiliser. C'est ça. Parce qu'il y avait quand même un non-dit qui devenait un peu pesant. C'est étrange puisque au fond, par rapport à cette difficulté-là, il avait accepté d'aller en parler, de voir un médecin, qu'il avait rassuré qu'il avait rassuré en lui disant qu'il n'y avait pas de problème organique et que ça venait de quelque chose de plus psychologique. Après, évidemment, finalement, au fond, il ne prend pas cette fameuse petite pilule bleue parce que oui, il peut y avoir un désir, mais qui est mécanique, mais ça ne règle pas ce qui se joue dans la relation aux femmes, dans la relation avec vous, parce qu'après, vous ne connaissez rien au fond de l'histoire de cet homme, et là, non, blackout total, on parle plus de rien, et on fait comme si c'était pas un problème, alors que ça pouvait en être un, finalement. Oui, tout à fait, oui. Et donc, au retour de ce voyage en Corse, avant le départ, vous pouvez vous rapprocher. Pardonnez-moi, mais vous pouvez un petit peu vous rapprocher. Non, parce que le son est très très sourd, la liaison est pas très bonne. Donc, si vous pouvez vous rapprocher et parler un petit peu plus fort. Voilà, parce que. Oui, je vais essayer. Là, c'est bien. Restez comme ça et parlez. On vous entend mieux. Ok. Donc finalement, vous étiez, vous, un peu déstabilisé par son attitude assez charmeur vis-à-vis des autres femmes, et vous étiez très en attente de compliments qui ne venaient pas de sa part. C'est ça, tout à fait. Aucune marque vraiment d'attachement et d'affection. Je pense que j'étais vraiment dans l'attente de cela. Surtout qu'auparavant, avant le départ, il était presque à genoux, à mes pieds. Enfin, j'étais vraiment...
c'est le contraste. C'est la distance qu'il avait mis petit à petit. Donc moi, ça me mettait très mal à l'aise. Et au retour de ce voyage en Corse, il m'avait dit je vais rester dormir chez moi pour ce soir, donc tu rentres chez toi. J'ai dit d'accord. Alors là, du coup, ça m'a fait tout drôle parce que durant les 3 mois précédents, il vivait pratiquement à la maison tous les soirs. Donc là, j'ai trouvé ça étrange. Et puis, je lui dis, d'accord, je rentre à la maison. Et puis, dans la soirée, je lui envoie un petit message en lui disant, j'ai un petit peu le cafard, un petit peu le bourdon, c'est le retour des vacances, pour reprendre le boulot, tout ça. Et puis, je lui demande, est-ce que tu peux me dire simplement si tu m'aimes, simplement. Et là, il m'envoie un message, il me dit... Parlez bien fort, Catherine. Je suis désolée, mais est-ce que vous pouvez vraiment faire cet effort de parler un petit peu plus fort? Parce que c'est vrai que je reçois des messages d'auditeurs qui tendent l'oreille pour vous entendre, mais il faut vraiment tendre l'oreille, voilà. D'accord, excusez-moi. Donc, où en étais-je Bien que vous lui demandiez au téléphone, est-ce qu'il pouvait vous dire qu'il vous aimait? Tout simplement, ouais. J'avais besoin de ça, je ne sais pas. Et donc, il m'envoie un petit message, j'arrive dans 30 minutes, il faut qu'on s'explique. Et là, arrivé dans la voiture, il me dit, c'est fini, j'ai pas de désir pour toi. Donc, je suis... Oui, sans ménagement, là. D'accord. Oui, sans ménagement, voilà, tout à fait. Donc, je suis rentrée chez moi et j'étais vraiment très, très triste. C'est très agressif, la façon dont... Mais il retourne la situation, finalement. Il essaie de la retourner à son avantage. Il ne vous a absolument pas ménagé. Ce qui montre aussi, ce qui témoigne de son malaise, mais ça n'excuse rien. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai essayé de maintenir la relation Pourquoi ? En gardant le contact. Mais pourquoi, justement? C'est ça qui m'interroge quand même. Parce que cet homme-là... pourquoi je suis allée jusqu'au bout? Se montre blessant. Vous allez connaître la fin de l'histoire. Bon. Vous allez être... donc, j'ai persisté. J'ai essayé de maintenir la relation. Parce que je pense que j'étais très amoureuse de cet homme. Et petit à petit, il a bien voulu qu'on se voit, mais c'était un genre d'amitié amoureuse, on va dire, un peu. On était vis-à-vis de l'extérieur un couple, mais moi je ne me sentais pas vraiment dans un couple parce qu'il n'y avait pas cet attachement. Il y aurait pu ne pas y avoir de sexualité, après tout, mais il aurait pu vous témoigner de son attachement, de son amour, de sa tendresse. Mais semble-t-il, il n'y avait même pas ça. Même pas ça. Bon. Malgré tout, on faisait plein de choses ensemble et moi, en fait, j'aimais bien sa présence et j'aimais bien ses discussions également parce que j'étais très intéressée par ce qu'il savait, ses connaissances et on parlait très bien et en fait, il l'évoquait à son entourage en disant que c'était très agréable d'être en ma compagnie. Donc en fait, ça, c'était un compliment, mais physiquement, c'était vraiment... très difficile. Mais vous auriez pu en faire un ami à ce moment-là, après tout. C'est ça, je pense qu'il voulait me garder comme ami, mais comme il avait du mal à à me dire non, franchement, moi je restais toujours dans l'attente d'une relation amoureuse. Oui, mais c'est ce qui est étrange. C'est ça. Finalement. Alors, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, vous allez me le dire, mais... Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a continué durant cette relation. On avait donc lié on avait un groupe d'amis qui fêtait en fait chacun notre anniversaire à tour de rôle et donc on était invités à cette soirée c'était la fin du mois d'août, je pense, oui. Et donc durant cette soirée, il était très agacé. Je sentais bien qu'il me supportait mal, quoi, à côté de lui. Donc il faisait toujours bonne figure vis-à-vis des autres et en même temps c'est une personne très affable, très
très agréable en société. Séduisant. Donc, c'est très séduisant, oui, Mmh. tout à fait. Et donc, durant cette soirée, j'ai un petit peu bu, on va dire. Et donc, comme la soirée se passait à côté de chez lui, je lui ai demandé si je pouvais dormir chez lui parce que je ne pouvais pas reprendre ma voiture. Et là, durant cette nuit-là, je me suis rendu compte qu'en fait, chez lui, il avait dans sa chambre, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'étais pas venue chez lui, et dans sa chambre, il y avait un tas de boîtes de chaussures qui étaient empilées à côté du lit. Donc, comme j'étais chaussures féminines ou masculines? Chaussures d'homme ou chaussures de femme? Lorsque j'ai ouvert les boîtes, il y avait plein de chaussures féminines avec des très hauts talons. Et là, je me suis rendu compte qu'il était fétichiste, en fait. C'était... Donc, ça m'a fait rire. Et donc, ça vous a fait rire sur le moment, mais pas devant lui, si? Oui, parce qu'en fait, j'avais bu un petit peu. Ah oui, j'ai oublié ce détail qui est important. Oui, donc oui, d'accord. C'est ça. Et donc, il est parti dans une violence, en fait. Il est de façon très imprévisible. Et il m'a attrapée et il m'a serré les mains autour de son cou. Et il m'a dit je suis capable de tuer, je suis capable de tuer. En fait, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis dit, oulala. Et je suis restée toute la nuit à ses côtés parce qu'il m'a lâché, il m'a dit on dort maintenant. Et sur le coup, dans la colère, il m'a dit demain je dois aller, parce qu'il était invité avec un ami et devait conduire. Je dois conduire, je dois me reposer, je dois dormir. Et le travail, c'est très important. Donc voilà, c'était ces mots. Donc je ne comprenais pas vraiment. Mais le lendemain, je suis rentrée chez moi. Je suis restée un petit peu hébétée. Je me suis demandé ce qui m'était arrivé durant cette soirée. Comment ça se fait que j'ai laissé faire? Comment ça se fait que j'ai rien vu venir? Mais durant les 6 mois passés, en fait, j'ai pris conscience qu'il était dans une grave dépression nerveuse, qu'il avait des gros soucis à son travail et de concentration. Mais vous êtes toujours en lien avec lui? Je suis restée en lien jusqu'à la semaine dernière, on va dire. Oh là là. Parce que oui, je comprends pas pourquoi. Oui. Mais je pense que je ne comprends pas moi-même. Oui, qu'est-ce qui vous attire autant dans cet homme qui a des problèmes dans sa relation avec les femmes et pas seulement avec vous? C'est pas lié à un manque de désir, ce qui aurait pu, enfin il y avait quelque chose qui... Moi je pensais que c'était moi qui rejetais, j'ai tout fait pour essayer de le garder. Et donc durant cette relation que j'ai maintenue après... oui, mais c'est ça qui interroge. Parce que franchement, vous étiez dans vous demandez quelque chose à un homme ce qui ne peut pas vous donner. Il donc ne peut pas me le donner. Mais il ne peut pas vous le donner. Et vous vous trouvez dans une position de rejet. Il y a 8 jours, oui. Ah oui, donc, et lui, vous le renvoyez face à son... Vous le mettez face à son impuissance, face où il a besoin de... Après tout, vous auriez pu vouloir jouer avec lui. Vous avez compris que le problème venait de là, mais enfin, il est enfermé aussi vraiment dans le fétichisme. C'est vraiment la question. Après, on pourrait parler de la problématique de cet homme. C'est autre chose. Mais vous, qu'est-ce que vous faites dans cette histoire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté aussi longtemps dans une histoire comme ça? Oui, parce qu'en fait, c'est les promesses qu'il m'a fait. Il m'a vendu du rêve au départ. Je pense que c'est ça. Moi, je sors d'un divorce. J'étais avec un homme assez difficile, on va dire, à vivre, qui m'imposait aussi beaucoup de choses et qui était très caractériel et je ne pouvais jamais compter sur lui, on va dire, au niveau de l'aide dans la famille, enfin dans le couple. Il fallait toujours que je me débrouille toute seule, donc. Et vous vous retrouvez dans une situation.
Oui, mais vous vous retrouvez dans une situation où ça se joue à un autre niveau, mais enfin d'un homme aussi qui vous rejette. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est cette répétition qui est troublante. Voilà, c'est ça. Même si la problématique n'est pas la même, mais au fond, cette passivité dans laquelle vous vous trouvez enfermé dans une relation, où vous allez demander quelque chose à quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous le donner, parce que non, il est pas capable. Le fétichiste, il y a quelque chose il y a un problème majeur vis-à-vis des femmes, vis-à-vis le fait qu'il y a quelque chose dans son développement psychologique qui fait qu'il n'a pas supporté la castration. C'est-à-dire que le fait de castration symbolique, évidemment, mais que pour lui, il y a quelque chose d'insupportable dans le fait que les femmes n'ont pas de pénis, n'ont pas de... Bon, et le talon, l'aiguille, sert de substitut à ça. Il y a quelque chose qui n'est pas dépassé, il y a quelque chose de fixé dans le développement, psycho-affectif, voilà, qui n'est... Donc vous, il me parlait toujours de son ex-femme et il était divorcé depuis 15 ans, donc il n'avait pas fait le deuil de son... Oui, mais la scène que vous décrivez, on voit bien d'ailleurs, finalement, vous découvrez le problème, on résumait ça, de cet homme. Alors en plus, ayant un peu bu, vous éclatez de rire, lui se sent terriblement humilié, ce qui déclenche ce passage à l'acte assez violent. C'est pas rien de vous prendre comme ça et vous dire je pourrais te tuer. Enfin, il y a quelque chose, on est dans... ça le renvoie, lui, à son angoisse, à son impossibilité, à son impuissance, à quelque chose qui n'est pas dépassé. Et c'était une situation, au fond, un peu dangereuse. Et vous restez dormir. C'est quand même, ça interpelle, quoi. D'être dans une telle insécurité. Oui, parce qu'en fait, juste après, il me prend dans ses bras. Oui, certes, mais enfin, c'est plus que le chaud et le froid. C'est le rejet, et puis après la tendresse. Il y a quelque chose de votre histoire à vous, dans ce... Lui a eu un problème manifeste dans sa relation aux femmes, mais vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre relation aux hommes qui est problématique. Aussi et qui est à interroger pour ne pas vous retrouver finalement dans des scénarios répétitifs qui vous font souffrir. C'est ça. C'est important de vous pencher là-dessus. J'avais 10 ans, donc je pense que déjà j'ai souffert de l'absence d'un père. Et donc. Vous avez quel âge? J'ai 49 ans. Oui, d'accord. Et cet homme, avec quel âge, lui? 50 ans. D'accord. C'est déjà très étrange, on voit bien d'ailleurs dans cette... vous dites le début de cette relation et au fond, cette... Il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas ce lien-là. Alors, il y a des couples qui vivent, évidemment, ou qui n'ont plus de sexualité, mais souvent, il y a eu quand même ce moteur du désir. Vous inscrivez votre relation d'emblée sur ce mode-là. D'emblée. Non, ça ne pouvait pas coller, Non, il y a quelque chose qui ne pouvait pas aller. Et d'ailleurs, à un moment, cet homme, clairement, on comprend mieux par la suite pourquoi, mais se montre très agressif en vous disant qu'il ne vous désire pas. C'est lui qui est dans son impossibilité à désirer les femmes. Oui. Et vous vous accrochez, moi, en fait, donc vous vous faites mal. C'était moi. Bon. Je pensais que c'était moi et que c'est moi la fautive. Poursuivez cet échange, interrogez-vous un peu là-dessus, sur peut-être justement cette absence de père dans votre vie, ce manque, et au fond ce que vous recherchez. Vous êtes peut-être plus dans cette quête-là. Vous parlez au fond cet homme qui vous prend dans ses bras, ce besoin de tendresse. Il y a peut-être ça déjà, ce besoin d'être consolé par rapport à cette séparation qui vous a pas été peut-être suffisamment expliquée et qui de toute façon, quand bien même elle est expliquée, la perte d'un parent pour un enfant est quelque chose qui va le marquer dans sa vie parce que souvent c'est vécu comme un abandon, même si c'est une maladie ou un accident. Donc ça mérite d'être travaillé parce qu'on voit là, il y a quelque chose de ce passé, de cette absence qui vous poursuit dans vos relations avec les hommes, et vous tombez sur des hommes qui eux-mêmes sont un peu en difficulté. C'est ça, tout à fait.
Donc allez en parler, je trouve, ça vaut la peine de pas rester bloqué sur ça et de pas vous mettre dans des situations difficiles, je trouve, pour vous. Sûr, oui, c'est difficile. Parce que c'est pénible ce que vous vivez au fond, d'être rejeté, de devoir quémander de l'attention, de l'affection, de la tendresse. Vous voyez, il y a lieu un peu de vous pencher là-dessus, d'accord ? Bon, bon courage alors. Merci. Au revoir Catherine. Au revoir. Au revoir Caroline. Merci. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Chantal. Bonsoir Caroline. Voilà, je voudrais vous exposer mon problème. J'ai un petit souci depuis un mois. J'ai des jeunes de 8 ans, entre 12 ans, qui viennent donner des grands coups de pied dans ma vitrine. J'ai une vitrine de 2 mètres... 2,20 m, enfin, voilà, je suis une boutique de retoucherie. J'ai fait une main, parce que je voyais que ça se calmait pas, j'ai été lundi faire une main courante, et toujours ça continue. Par exemple, mercredi dernier, ils sont venus 5 fois me donner des grands coups de pied dans ma vitrine. Et seulement dans votre vitrine ou ils s'en prennent également à d'autres parce que j'ai été commerçants voir les 2 commerçants à côté de moi. Il y a une pharmacie, il y a une boulangerie, et ils m'ont dit que non. La boulangerie, elle me dit oui, de temps en temps ils tapent comme ça dans notre vitrine, mais bon, c'est pas en bas, ils peuvent pas donner des coups de pied parce que c'est plein, donc c'est comme ça un peu à la main. Mais moi, ils viennent, où ils sont à 2, ils sont à 4. Là, ce soir, ils étaient à 2. C'était des gens, je suis sortie tout de suite. Il y avait des clients qui les avaient vus et qui m'ont dit, il y avait quelqu'un qui me dit, c'est 2 petits blondinés, puis qui rigolaient. 2 petits blondinés de 8 ans, 9 ans, voilà. Mais plutôt que de rigoler, ils pourraient peut-être un peu les attraper, leur dire on se calme là, non? Après tout, parce que c'est. Pas à les ils courent plus vite. Ils courent plus vite. Ils courent plus vite. Non, mais on n'arrive pas à savoir comment ils sont. Et pourquoi vous? Finalement, parce que vous n'avez pas eu un problème avec l'un d'eux, vous ne les connaissez pas, il n'y a pas eu. Non, je les connais pas, j'ai eu aucun problème avec eux, c'est tombé comme ça sur moi. Est-ce que c'est parce que moi je dis que c'est des enfants du quartier parce que j'ai des animaux? Oui, certainement. Mais l'hiver, les animaux ils sont pas sur le devant de la vitrine, ils sont au fond. Et quel rapport avec le fait que vous ayez des animaux? Peut-être comme ça pour les exciter, mais non. Pour les faire aboyer, vous voulez dire? Oui. Ah non, oui, c'est possible. Oui, ça peut être juste comme ça des. Je me dirais ça s'arrêterait, mais là c'est systématiquement, constamment. C'est vraiment. C'est certainement oui, puisqu'ils passent à des heures précises après la sortie de. C'est quoi? Ils vont à l'école ou au collège, quoi? Même pas collège. Forcément collège. Oui, ils sont jeunes, quoi, tout jeunes. C'est toujours après. C'est entre. Il y a des fois, mais c'est très rare, entre 11h et 1h15. Sinon, c'est après 15h30. 5h moins de quart, 4h30. Mais ça, donc, pour que vous ayez déposé une main courante, c'est-à-dire que c'est depuis combien de temps? Ça fait depuis un mois. Ça m'embête vraiment. J'ai peur qu'ils cassent ma vitrine. Vraiment. Oui. Parce qu'ils donnent vraiment des grands coups de pied dans votre vitrine. Oui. Attends, écoutez, moi, je suis à l'intérieur, je sursaute. Alors attendez, je travaille sur le devant, je sursaute. Franchement, oui. Et à chaque fois, j'ai peur. Et je sais pas quoi faire. J'en ai parlé à ma fille, elle m'a dit mais ne sors pas parce qu'à chaque fois je sors pour regarder mais je ne vois pas, je n'arrive pas à les voir. Et pourquoi votre fille ne veut pas que vous sortiez? Parce qu'elle me dit mais laisse-les, parce qu'elle dit mais je connais les jeunes et tout, ils vont s'arrêter, c'est pour rigoler et tout. Certes, si tu commences à sortir, ça va les exciter davantage. Voilà. C'est ce qu'elle dit, mais non, c'est toujours pareil. Oui, mais enfin, à un moment, il faudrait quand même, et d'ailleurs, y compris des gens qui passent devant, dire bon, ça suffit maintenant. Enfin, vous voyez, c'est un peu chacun peut mettre son grain de sel là. Exactement. Je suis pourtant dans une rue où je suis pas toute seule, et personne n'intervient. Oui, c'est ça. Rien. Je trouve ça. Parce qu'on voit même face à parce que on dit souvent et on peut comprendre à juste titre dans les transports, il y a une peur, dire mais enfin là, ce sont des gamins. Là, c'est dans la rue. C'est des petits gamins qui font personne, ça fait un mois, personne. Les gens, je vois bien qu'ils les regardent le temps que je. Oui, c'est ça, qui trouvent qu'il y a matière. Oui, mais c'est ce qui est terrible, c'est que finalement, du coup, même des enfants, ça reste des enfants, au fond, se permettent des actes où, bon, on leur, à un moment, dire, et ça va, c'est pas.
grave en soi, mais c'est les reprendre sur. On fout pas des grands coups de pied dans les vitrines ou dans les. C'est tout. Je vous dis, personne ne réagit. Mais si finalement les adultes autour d'eux regardent et au fond l'air de baissent le nez comme s'ils avaient peur, ça pose question, quoi. Oui, je vous assure, c'est ça, c'est depuis un mois. Et moi, je sais pas comment. Et vous ne rencontrez pas de la part des autres. Ce qui est étrange, c'est pourquoi vous. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas les autres dans la rue? Non, parce que c'est pas une rue où il y a plein de boutiques l'une à côté de l'autre. À côté de chez moi, c'est un shish kebab. En face, c'est une pharmacie. Il y a la boulangerie au coin. Puis après, il y a plus rien. Il y a une infirmière. Et après, non, il y a pas de boutique. Voilà, je suis parce un peu la dernière boutique. Moi, je suis pas d'accord avec votre fille qui dit de pas sortir. Il faudrait sortir et leur dire bon, maintenant ça suffit là parce que je connais vos parents. Vous allez voir, je vais en toucher 2 mois vos parents, juste un peu les intimider. Écoutez, moi j'ai écouté ma fille depuis une semaine et j'ai vu que ça s'arrête pas parce que je voulais à chaque fois sortir et même si je les vois pas, mais crier dans la rue. Bien sûr, vous allez pas quand même faire laisser parce que finalement alors ils peuvent comme ça. On le voit, il y a des gamins, parfois ils s'amusent, ils défont les poubelles et tout. Mais je suis désolée, il y a à un moment, c'est je veux dire, c'est des petites choses qui font que si les adultes autour regardent, ont l'air offusqués ou font comme s'ils n'avaient rien vu, ça pose question. Ça veut dire au fond, tiens, on peut tout se permettre, on a tous les droits. Alors qu'il suffirait peut-être que simplement quelques adultes dire maintenant ça suffit, les gamins on se calme. Mais même, il y a des hommes ou des choses, ils pourraient essayer de courir et tout, ou non, rien, il y a personne qui intervient, on regarde et on fait rien. Oui, mais c'est ce qui est, enfin, je trouve ça un peu désolant, quoi, cette espèce d'inertie. Ça fait 1 mois qu'ils me harcèlent comme ça, et pour aucune raison. J'ai rien fait. C'est pas nouveau. Vous voyez, j'ai Sergio qui me dit, il dit, nous, on tapait pas sur les vitrines, on ouvrait la porte et on balançait des pétards. Bon, voilà. Faut avouer à moitié pardonner. Non, mais malheureusement, tous les gamins ont mis des trucs, on en fait des choses un peu comme ça, c'est pas, mais à un moment, si même votre fille au fond qui vous dit non surtout baisse la tête et fais comme si t'avais rien vu et alors on a peur de petits mômes qui ont 10 ans. Ce soir je lui disais je vais essayer de faire une grande enseigne, pas une grande enseigne, un grand papier que je vais afficher sur ma vitrine en alertant les parents comment le tourner. Elle me dit non surtout ne fais pas ça, tu vas t'attirer plein de problèmes, ils vont continuer de plus belle et tu vas plus en finir. Alors moi, c'est pour ça que je me suis dit, mais je sais pas quoi faire. Et alors, la main courante, on vous a dit quoi ? Ça donne rien parce que la police m'a dit, vous faites le 17. Et nous, on va basculer tout de suite au commissariat et on aura l'appel. Je les ai fait, j'ai attendu 15 minutes et j'ai eu une dame au bout du fil, écoutez, qui m'a dit, mais où sont les jeunes ? Mais j'ai dit, mais madame, ils sont partis il y a déjà longtemps. Ils partent comme ça en courant, ils vont sur l'autre trottoir, derrière les voitures, je ne peux pas les distinguer. Ça devient un jeu, quoi, maintenant. J'ai dit, je peux rien faire. Et vous savez ce qu'elle me dit ? Mais il vous reste qu'à prendre un gros chien, le mettre devant votre vitrine. Le mettre devant votre boutique. Mais c'est incroyable, quoi. Je vous assure, on m'a dit ça, une dame m'a dit ça ce soir, en appelant. Non, mais si on vient pas à bout de gamins qui, un peu les choper par le fond du pantalon et leur dire maintenant ça va suffire, on arrête, quoi. Puis elle m'a dit, mais pourquoi vous nous appelez si on peut rien faire, nous. Voilà, on peut rien faire. Et la police municipale, il n'y a pas une police municipale ? Non. Ah non. Non, il n'y a pas de police municipale. Parce que ils circulent assez pour des petites choses comme ça, enfin. Non. Mais ce qui est fou, c'est que même du coup, ça devrait être un peu du civisme. Enfin, je veux dire, à un moment, si on voit des enfants, ou même pas seulement des enfants, mais c'est vrai qu'après on peut comprendre les réactions de peur quand ils sont plus grands. Mais là, ce qui est dingue, c'est que ce sont des enfants, de 8 dégradés ans. Finalement. Alors, mais même parfois on en voit plein, ils crachent par terre. Enfin, il n'y a pas que les gamins d'ailleurs. Beaucoup de gens qui crachent par terre. Bon, alors on peut pas faire on va pas à tout bout de champ faire la police partout. Mais pour des enfants, ça fait partie un peu de l'éducation et c'est comme si chacun maintenant s'en lavait un peu les mains. Alors ils peuvent dégrader, je sais pas, taguer des trucs et au fond on a fait comme si on n'avait rien vu. Et je vous assure qu'à l'heure que ça se passe, à 4h30, 5h moins de quart et tout, il y a du monde dans la rue et tout, il y a personne, je vous dis, j'ai entendu personne leur crier dessus ou faire quelque chose ou quoi. C'est ça. Non, rien. Bon, je suis toute seule avec mon problème. Même la police, elle m'a dit on peut rien faire.
Enfin, voilà ce qu'ils m'ont répondu. Franchement. Alors, vous voyez. Alors, il y a des gens qui disent, bah oui, maintenant, c'est ce qui marche, prenez-le en photo, ça va leur faire peur. Ah oui, comment? Alors, on me dit, mais vous n'avez pas une caméra? Mais attendez, je suis une boutique de retoucherie, je vais installer une caméra? Non, mais attendez. Non, ça va pas. Non. Alors bon, donc vous dites, il faut sortir à chaque fois que j'entends ça et crier. Je ne sais pas quoi faire. Bah, écoutez, moi je pense que oui, vous pouvez quand même, quand vous les voyez, dire bon, maintenant, leur faire dire qu'au fond vous les avez repérés, que vous connaissez leurs parents et que vous allez en parler, en toucher 2 mots à leurs parents. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est parce qu'ils sont loin, déjà ils sont au milieu de la rue, mais déjà sortir, essayer de crier, je vous ai vu, je vais avertir vos parents. Il y a des heures précises. Franchement, il pourrait y avoir quelqu'un, vous voyez, un de vos amis. Je trouve que même les commerçants, c'est pas très sympa. Il y a pas des associations, un peu de commerçants, ils pourraient un peu vous soutenir après tout. Parce que là, c'est votre boutique, ça peut être quelqu'un d'autre. Que ma fille, elle travaille l'après-midi, et j'ai personne à qui je vais demander. Bon, écoutez, normalement, enfin, je sais pas, ça doit pouvoir se régler parce que c'est vrai que finalement, je trouve que c'est même pas du ressort de la police, quoi. La police a suffisamment à faire. C'est vrai que ça devrait se régler par le fait que des adultes qui passent interviennent et leur tirent un peu les oreilles aux figurés, hein, pas forcément aux propres, mais voilà. Mais maintenant, on n'ose plus rien faire, donc bon. Écoutez, il y a une école à côté. Elle est très loin. Oui. Elle est très loin, elle n'est pas à côté. Donc aller voir les personnes des écoles. Peut-être dire, écoutez, il y a une bande de gamins qui passent là tous les jours et qui donnent de grands coups de pied dans la vitrine. Est-ce que il pourrait y avoir, je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou... D'accord. Alors c'est vrai que malheureusement on en arrive à l'intimidation en disant pourquoi le côté de prendre en photo, mettre une fausse caméra. Mais enfin, moi je trouve ça hallucinant. Là, c'est des choses où ça devrait se régler un peu comme ça à plusieurs, simplement juste un peu en solidarité, puis aussi les recadrer. C'est-à-dire que si on voit des gens comme ça dégradés, des trucs, bah on peut dire un petit mot, non, et pas passer comme si ça ne nous concernait pas au fond. Ben voilà, c'est ce qui se passe, mais c'est ce que je vais faire. Je vais pas écouter le conseil du tout de ma fille. Il faut sortir à chaque fois. Oui, je trouve. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils vous sentent non plus complètement excités, parce que ça va eux-mêmes les exciter beaucoup et plus. Mais vous ne pouvez pas quand même vous laisser. C'est pas terroriser d'ailleurs, mais enfin, à ce que ça en vienne, que ça dégrade ou qu'il casse votre vitrine, tout simplement parce que il faut pas bouger, quoi. Exactement. Vous voyez, ça reste des enfants. Et il faut simplement, à un moment, un peu l'autorité d'un adulte qui leur dit, bon, écoutez, maintenant, je vais sévir. Ouais. Mais je vous assure, c'est pas un toc-toc ou quoi. Ils donnent des grands coups de pied, avec les pieds maintenant. Bon. Et sinon, après tout, je suis désolée, mais vous pouvez en parler à la mairie, plutôt. Exactement. En disant, vous voyez, si ça continuait, dire, bon, écoutez, là, il y a un problème et au fond, tout le monde me laisse me débrouiller avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Exactement. Voilà. Mais déjà, vous pouvez un peu les impressionner en leur disant quand même que vous les avez repérés, vous savez que vous connaissez leurs parents et que vous allez les en informer. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie, j'espère que ça va se régler parce que franchement... J'espère. Mais sinon, voyez quand même un peu avec la mairie. Hein. D'accord. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, Chantal. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ensemble encore pour 1 heure de direct pendant laquelle vous pouvez appeler bien sûr le 39 21 si vous souhaitez me parler ou parler avec un auditeur. Les mails également sont à votre disposition, europe1.fr ainsi que les SMS au 7 39 21. Ça vous fait beaucoup réagir, l'appel de Chantal, qui a une boutique, qui fait une boutique de retouches et puis qui
depuis un mois, il y a des garnements, on va appeler ça comme ça, qui ont entre une petite dizaine d'années et qui donnent de grands coups de pied dans sa vitrine. Et Chantal a peur que sa vitrine, ils finissent par la lui casser. Et au fond, personne se bouge. Ce qui est fou, c'est que ça se passe dans une rue passante et où les gens regardent, personne n'intervient. On parle d'incivilité au quotidien, mais finalement, il y a aussi une forme de, je sais pas si c'est d'indifférence, de dire tant qu'on n'est pas concerné, on laisse faire. Et le problème, il vient aussi de là, parce que vous êtes nombreux à dire, est-ce que c'est vraiment c'est pas du ressort de la police. Il faudrait qu'un peu des gens présents disent bon, ça suffit maintenant. Se fâchent un peu, quoi. Alors beaucoup disent voilà, ce qui marche bien maintenant, c'est les photos. Il y a Yves qui dit mon fils de 11 ans s'est fait voler sa trottinette et son vélo par des jeunes de 17 ans. Je leur ai montré un peu qui j'étais, j'ai récupéré mon dû. Dit oui, il faut savoir quand même, on peut pas courber les chines là comme ça en ayant peur tout le temps, ça va pas quoi. Surtout par une bande de gamins. Sergio, ça lui rappelle des souvenirs d'enfance. On découvre que c'était un sale gamin, hein, Sergio. Il jetait des cerises bien mûres sur les vitrines. Bon, c'est embêtant, mais au moins ça les cassait pas. Et puis il y a Paul, qui me proposait pendant le journal. Il dit non mais franchement que Chantal me dise où elle est sa boutique, je vais y aller. Moi je vais passer, je vais donner un grand coup de gueule. Paul qui fait le foufou et qui en profite pour mettre mon gilet entre deux appels. Bon, il a envie un peu de rigoler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bambi qui dit peut-être aller dans les écoles ou demander au directeur d'intervenir dans les classes. Beaucoup disent si vraiment ça passe pas, un petit mot, aller voir la mairie et enfin il y a tellement de choses on peut pas toujours s'en remettre au service de l'État et autres. C'est un peu à chacun de nous. C'est ce que dit Frésia. Frésia, elle s'en amuse. Elle dit moi quand je vois des gens dans le RER ou qui mettent les pieds sur les sièges, je leur demande de retirer leurs pieds. Voilà, c'est tout. On m'appelle la redresseur de tort et elle dit ça en s'en amusant. Après tout, si chacun faisait un petit peu des petites choses comme ça, peut-être que ça irait un peu mieux. Allez, on va accueillir maintenant Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de m'accueillir. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Voilà, je suis à la tête d'une grande famille, c'est-à-dire que j'ai 4 enfants et 10 petits-enfants. Oui. Et c'est pas un long fleuve tranquille, notamment concernant les relations entre les enfants et moi, en fait. Mon fils est marié depuis... il est en couple depuis 15 ans et marié depuis 8 ans. Oui. Et c'est une relation assez chaotique. Enfin, il y a à peu près tous les 6 mois, ça va pas. Ils décident de se séparer, puis ça se rabiboche. Enfin, c'est très compliqué. Oui. Et là-dessus, ma fille, ma plus jeune fille, est très amie avec ma belle-fille. Elles s'entendent bien. Enfin, elles sont à peu près. Ma fille est un peu plus âgée, mais enfin, c'est une relation de belle-sœur qui est très cordiale. Oui, elles sont même plus que ça, peut-être. Qui a toujours été cordiale. Oui, très D'accord. cordiale. Avec moi aussi. J'ai une belle-fille avec qui je m'entends très très bien. Charmante. Aucun souci avec elle. Et mon fils et ma fille, donc la plus jeune, ils ont toujours été un peu en rivalité. Leur enfance a été normale, quoi, mais toujours un peu en rivalité jusqu'à... mais avec des moments de comment dirais-je, de complicité, hein, ils ont jamais eu des conflits très graves entre eux jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, lorsqu'il a rencontré sa jeune femme avec qui ma fille s'entendait bien, et ma fille s'est permis quelquefois de faire des petites réflexions du genre par rapport à ta femme comme ça, c'est pas gentil, enfin parce qu'elle trouvait qu'il parlait mal avec sa fiancée, donc c'était pas méchant. Et il a toujours très 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 mal pris, et ça a été de mal en pis jusqu'à il y a quelques mois, là où il a carrément fichu dehors en l'insultant, parce que entre-temps... En insultant sa sœur? Oui, en insultant sa sœur, mais il faut dire que leur personnalité est complètement différente. Lui, il n'a pas fait d'études, il a monté une entreprise qui marche très bien, il gagne très très bien sa vie, et ma fille est
dans l'enseignement, je dirais, elle a un grade supérieur à l'institutrice. Je ne veux pas dire trop de choses précises, mais donc, elle est dans l'enseignement, elle a fait des études, elle a un cursus assez important. Et elle a plutôt des idées politiques qui sont divergentes avec les siennes. Donc il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de conflits, et une incompréhension et un manque de respect de sa part à lui, qui n'accepte absolument pas la contradiction et qui n'accepte absolument pas les idées des autres et qui n'accepte pas de discuter. Avec personne, pas seulement avec sa sœur. Ah oui. Il a toujours été comme ça ou il devient de plus en plus crispé? Il devient de plus en plus irascible. On peut pas discuter. Même moi, j'ai pas les mêmes idées que lui. Moi, j'ai plutôt les idées de ma fille et ça va pas du tout. On peut pas parler. Donc il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder avec lui. Donc il vaut mieux éviter, de toute façon, souvent, on le dit, parler politique en famille. Oui, bien sûr, mais il vaut mieux éviter, mais enfin bon, on en arrive à un point où il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder. Oui, où ça devient difficile de trouver un sujet de conversation. Très difficile, très difficile. Qui soit pas polémique. Il y a eu un cheveu sur la soupe ou un grain de sable dans l'engrenage il y a quelque temps, toujours une discussion qui a mal tourné et il en est arrivé à la jeter dehors de chez lui, de lui interdire de venir chez lui, de ne plus approcher ses enfants, enfin vraiment des choses dures, quoi. Ça va loin. Très loin, très loin. Et elle qui a pas sa langue dans sa poche, elle se défend. Et ils se défendent tous les deux par mail interposé. Oui, mais alors ça tourne en rond là et ça envenime la situation et c'est des choses de l'enfance qui continuent à se régler mais qui évidemment à l'âge adulte prennent des formes plus violentes, plus agressives. Le problème c'est que moi je suis au milieu. Oui. Parce que tous les deux m'envoient les copies des mails et tous les deux veulent que je prenne parti. Oui, et tous les deux veulent que je les défende. Non. Et c'est impossible pour moi. Bien sûr. Je leur dis je vous aime, je vous adore tous les deux. Pareil, exactement. Mais ne me demandez pas de jouer le juge, je ne peux pas, c'est impossible. Et ils m'en veulent. Alors lui, il m'en veut terriblement. Il m'a au téléphone m'a dit dernièrement, je ne veux plus te voir. Vous êtes toutes des folles, des débiles, des hystériques. Enfin, en parlant de moi et de ses sœurs. Mais il va pas bien, votre fils là. Alors voilà. Alors mon problème, moi, j'en suis terriblement affectée et malheureuse. Parce que je voudrais que tous les deux se fassent la paix, mais je peux rien faire, moi, je ne peux rien faire. Si je prends position pour l'un, l'autre... Oui, vous avez raison, vous en tenir rigueur, et à un moment, vous pouvez un peu essayer de calmer le jeu, peut-être du côté de votre fille, en lui disant, écoute, tu vois bien que ton frère, en ce moment, depuis un petit moment, peut-être ne va pas très bien, donc de ne pas alimenter au fond sa colère et d'arrêter ce qui pourrait votre fille dans ce que vous me dites d'eux semble aller mieux elle en ce moment dans sa vie s'y retrouver davantage. Ses problèmes c'est ces fins de mois qui sont difficiles, c'est tout. Donc c'est un problème mais elle ne semble pas être dans un mal-être qui semble être un peu celui de votre fils en ce moment. Donc peut-être que c'est là où vous pouvez, c'est pas prendre position, simplement de calmer le jeu un peu plutôt que d'alimenter cette guéguerre par mail. Vous voyez, à un moment, il faut aussi qu'il y en ait un qui arrête de continuer, celui qui en général est le moins en souffrance, enfin, qui arrête d'alimenter cette espèce de guerre qui ne mène à rien au fond. Oui, ils rejouent leur rivalité de l'enfance, quelque chose qui somme toute est assez fréquent. Simplement là, à l'âge adulte, et parce que peut-être votre fils actuellement vit des choses difficiles, un peu il est en problème avec son couple parce que sa femme. Voilà, donc c'est. C'est pas la peine d'en rajouter. Il est très difficile à vivre. Il est pas joyeux. Il fait toujours la tête. Il est jamais content. Et la seule chose qui le maintient, c'est l'amour de ses deux petits enfants. C'est de ses deux fils et c'est les yeux, c'est la prunelle de ses yeux. Mais le reste, rien ne compte. Même moi, je ne sais plus, je n'ai plus de oui, mais c'est parce que vous savez, quand on commence à être comme ça, vous dites il est pas joyeux, il s'est replié sur lui-même, il s'est renfermé, il devient plus irritable. Oui. Il est mal parce qu'il est mal aussi dans son couple, parce que et au fond, il faudrait, je sais pas ce que vous en pensez, de parler un peu à votre fille. En lui disant,
tu sais, ça va au-delà. Franchement, je m'inquiète aussi quand même pour ton frère. Il me semble ne pas aller bien, et qu'elle arrête parce qu'elle jette un peu de l'huile sur le feu. Elle a le droit d'aimer beaucoup sa belle-sœur, mais c'est aussi une façon via sa belle-sœur d'attaquer son frère, et puisque c'est comme si là il y avait un camp à choisir. Oui, et le problème c'est qu'il pense qu'elle monte la tête à sa femme. Voilà. Oui, ce qui peut être d'ailleurs sans aller jusque-là, mais au fond, elle peut, parce qu'elle rejoue des choses d'une rivalité ancienne avec son frère, via ce lien qu'elle a construit avec sa belle-sœur. C'est une façon aussi de continuer à titiller son frère, et à un moment, quand on sent vraiment que la personne, c'est plus du jeu, là, c'est plus quelque chose qui relève d'une rivalité, il va pas bien. Il faut un peu peut-être le laisser tranquille, non, quand même là. Ben oui, mais moi j'essayais encore de lui envoyer des petits messages gentils en lui disant écoute, viens parler avec moi, tu peux venir, je suis à ta disposition, je peux t'aider, mais ne me demande pas de prendre parti, d'être le juge de paix, mais je suis disposée à t'aider, je fais ce que tu veux, je suis complètement ouverte à tout. Il refuse. Il continue à me dire que tant que je lui donnerai pas raison, il n'acceptera jamais rien de ma part. Tant que je lui donnerai pas raison et que je donnerai tort à sa sœur. Voilà, ce qu'il veut, c'est ça. Et moi, je ne peux pas. Je pense que c'est pas mon rôle. C'est comme dans un couple, je pense. C'est pas mon rôle d'être au milieu de tout ça. Non, parce que non, vous avez raison de dire non. Bon, ça a toujours été même quand vous étiez enfant, et dire je vais pas, comme vous dites, vous pouvez pas jouer les juges de paix. Vous pas rentrer dans ce jeu-là. Vous lui proposez, vous restez là à son écoute. Et vous dites le problème, c'est vous pouvez lui dire que ça vous inquiète de le sentir malheureux au fond. Oui, mais lui il prétend que c'est nous qui sommes pas bien. Oui, mais bien sûr, pour le moment il y a aucune remise en question de sa part, mais peut-être que vous pouvez dire bon, il se trouve que moi quand même je sens bien qu'actuellement il y a peut-être des choses où tout échappe, où tu es malheureux dans ces relations, que ça te fait souffrir et je suis là, mais comment t'aider, comment faire pour qu'il accepte de l'aide. Vous pouvez, je pense quand même, du côté de votre fille, parce qu'elle persiste dans quelque chose qui est d'ancien, mais où elle mesure peut-être pas à quel point son frère, il va pas bien, il faut le prendre en considération. Oui, tant qu'il allait bien, que finalement c'était des. Et puis surtout que là, ça touche quelque chose qui le blesse, qui le fait souffrir. C'est quand même son couple. Il est mal là. Son couple est en train d'exploser. Oui. C'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu parce que la situation peut devenir explosive. Et peut-être qu'elle le mesure pas parce qu'elle est toute occupée. C'est un scénario qu'ils ont toujours joué, qu'ils continuent à jouer. Si ce n'est que lui, il va pas bien du tout. Étant enfant, oui, ça leur est arrivé de se battre. Moi, j'étais toujours au milieu pour les séparer. C'est pas arrivé des dizaines de fois, mais c'est arrivé quelques fois. Quand ils étaient adolescents, c'est arrivé. Et leur père leur père, il est complètement à côté de la plaque. Bon. Moi, je suis divorcée depuis 30 ans, mais il m'en parle aussi, mais il a une autre version. Lui, il lui dit pas la même chose. Donc, il le préserve un petit peu, parce qu'il est dépressif. Alors, et lui, il me téléphone en disant, fais quelque chose pour ton fils, il va pas bien. Mais je dis, mais je fais ce que je peux, mais je peux pas faire plus. Je ne peux pas, il refuse mon aide. Bon, alors effectivement, dans la mesure où pour le moment il refuse votre aide et que ce qu'il veut de vous, c'est une forme là un soutien. Oui, mais enfin aussi de chantage, de dire en gros, il ne veut rien de vous si ce n'est que il pense que ce qui l'aiderait, c'est que vous vous fâchiez avec sa sœur. Ça ne résoudrait rien. Voilà. Mais ça ne résoudrait rien. Enfin, vous dites qu'il y a des choses. Il faudrait qu'il accepte d'aller en parler. Vous êtes la plus mal placée pour en parler parce que des rivalités, malheureusement, j'ai envie de dire. Malheureusement, non. Il y a tout. Quel que soit avec les parents les plus aimants, les plus attentifs à veiller à la singularité de leur enfant, à préserver un peu ce qui fait l'individualité de chacun, il y a des rivalités qui naissent. Maintenant, c'est vrai que parfois il appartient aussi, quand ça prend des tournures assez fortes, de pouvoir quand même essayer d'apaiser les choses, voyez. Qu'est-ce qui fait au fond que ces deux-là, garçon, fille, l'aîné et la plus jeune, qu'est-ce qui fait qu'il y avait une telle rivalité entre eux, à votre avis ?
Mais je pense que le fait qu'il n'ait pas fait d'études et qu'il ait abandonné sa scolarité, c'est à ce moment-là que ça jaillit entre eux. Il dit qu'il reconnaît qu'il a des lacunes. Bon, évidemment, c'est pas de sa faute, hein, c'est notre faute à nous. Ça, de toute façon, on le sait. Hein. Mais non, pourquoi ça serait de votre faute à vous? Ah ben c'est lui qui nous le dit. Il nous dit que c'est de sa faute s'il n'a pas continué à aller à l'école. Oui, mais il peut après tout. Il peut. C'est pas parce qu'il n'a pas poursuivi sa scolarité que ça fait de lui quelqu'un qui est en échec sur tous les plans. Est-ce que finalement dans sa vie, il n'est pas du tout en échec, mais il a monté sa petite société, une société qui est très difficile à gérer, qu'il a beaucoup de mal parce que c'est un métier très très délicat, mais ça marche très très bien. Mais c'est pour lui, c'est pas ça la réussite. Oui, ben si, mais il faut le valoriser. C'est d'être cultivé, c'est d'être. Oui, mais pourquoi? Je le valorise. Pourquoi? Parce que est-ce que non, mais peut-être à ce moment-là, même à votre insu, dans votre famille, est-ce que c'était les études qui étaient plutôt valorisées, les métiers intellectuels non, ou il a pu le sentir? Je suis très fière de lui, je lui ai toujours dit. Je suis très fière de ma fille aussi. Je suis très fière de mes 4 enfants. Hein. Ils ont tous un bon métier. Je suis très fière de tous les 4, même si lui n'a pas fait d'études. Je suis aussi fière. Je lui ai toujours dit. À chaque fois qu'il fait quelque chose de positif, je lui dis toujours que je suis très contente, que je suis très fière de lui. Donc, il n'a jamais été minimisé par rapport aux autres. Jamais. Bon, il est à fleur de peau, il va très mal. Moi, je pense que quand même, tout ce que vous pouvez faire dans cette situation, c'est dire à votre fille qu'elle arrête de l'asticoter. Même si, oui, j'utilise volontairement ce terme-là, qu'elle arrête avec les mails là. Qu'elle arrête et que quand même essayer de faire entendre à votre fille que son frère ne va vraiment pas bien. Et qu'on est bien au-delà de quelque chose de, après tout, ils ont le droit de ne pas avoir les mêmes opinions, de ne pas, bon. Mais que pour le moment, c'est peut-être pas le moment qu'elle garde un peu ses ressentiments pour elle, et qu'elle le laisse un peu tranquille à gérer son entreprise, sa vie de couple, là, qu'elle en rajoute pas en donnant finalement raison un peu ouvertement à sa belle-sœur, ce qui est clairement provoqué son frère. Clairement. Bon, donc c'est vrai que là il faut quand même. C'est à ce niveau-là. C'est pas prendre position, c'est simplement dire bon, un peu tempérer et un peu essayer d'être au moins un facteur d'apaisement dans ces liens. Parce que aussi, je suis d'accord, vous ne pouvez pas être l'arbitre, le juge de paix, mais vous ne pouvez pas non plus laisser voir comme ça et dire ah ben moi j'interviens pas, même s'ils sont largement adultes. Mais votre fille peut vous écouter, dire bon écoute, ton frère va pas bien, moi je suis quand même assez inquiète, je ne suis pas la seule. Bon, abstiens-toi de le provoquer. Oui. Mais comment lui faire comprendre à lui qu'il a besoin d'aide, mais d'aide ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est peut-être justement s'il a le sentiment au fond de décevoir, d'être celui qui par rapport à ce qu'il pensait qu'on attendait de lui, s'il a le sentiment d'être décevant et qu'il se sent en échec dans sa vie et dans sa vie sentimentale. Ou peut-être qu'il est en difficulté aussi dans son entreprise, ça fait beaucoup, voyez. Donc vous, là où vous pouvez continuer à jouer ce rôle maternel, parce qu'après tout on le joue toute sa vie, même auprès d'enfants qui sont eux-mêmes parents, il y a des moments où il est en demande par rapport à vous. Derrière ça, au fond, il y a une demande. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette demande qui est une demande beaucoup plus infantile, mais vous n'allez pas lui renvoyer ça comme ça, parce qu'il n'est pas à même de l'entendre, de dire en gros... Aime-moi, et si tu m'aimes moi, tu laisses ma sœur et tu laisses ma sœur de côté et tu ne m'aimes que moi. Mais il y a une demande terrible, donc ce qui montre aussi son désarroi. Et le fait que là, vous, quand même, en tant que mère, parce qu'on vous sent suffisamment impliqué, et pour pouvoir, au fond, essayer de l'apaiser et de le valoriser dans ce qu'il a et de lui faire confiance et de dire que il va s'en sortir, qu'il est capable et que, après tout, peut-être par rapport à son couple, pourquoi il n'irait pas voir quelqu'un pour en parler, pour se faire aider, quelqu'un de plus extérieur, pour reprendre confiance, Oui, c'est difficile, mais bon, le dialogue est rompu pour l'instant. J'ai essayé, mais là, tant que je lui dis pas, mon petit chéri, t'as raison, il ne voudra rien entendre. Oui, mais ça ne réglera rien.
Ben oui, mais et il a besoin au fond d'attention de votre part. Il y a ça. Il y a derrière une demande d'attention. Donc le dialogue peut reprendre à partir du moment où vous lui manifestez votre affection, votre intérêt, et puis finalement que vous inquiétez un petit peu de le sentir malheureux et dire le problème est ailleurs et bon. Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais il prétend que le problème... Même si on n'en finit pas de régler. Oui, mais il prétend, mais ça ne veut pas dire... Ne vous enfermez pas non plus là-dedans, sinon vous n'en sortez pas. On ne peut pas... On n'en finit pas de régler des comptes avec son enfance, mais à un moment, on ne peut pas demander à nos parents, alors qu'on a 40 ou 50 ans, de régler ces comptes-là. C'est-à-dire qu'à un moment... il y a une souffrance, il faut qu'il puisse en parler. Vous n'êtes effectivement peut-être pas la mieux placée pour répondre sur tous les plans, si ce n'est un peu l'apaiser et de ne pas le laisser s'enfermer et rompre comme ça. Oui, tout à fait. Et laisser un peu sa sœur. N'abordez pas sa sœur, n'en parlez pas de sa sœur. Vous pouvez ne parler de sa sœur. Oui. Bon, écoute. Lui parlez de lui, centrez-vous sur lui, ne lui parlez plus de sa sœur. Et vous pouvez lui dire s'il vous ramène à elle, parce que j'entends bien. Vous lui dites, écoute, je te parle pas de ta sœur, c'est toi là, c'est toi qui m'importe. Vous voyez, elle est un peu, c'est toi qui m'importe, je me fais du souci pour toi. C'est peut-être aussi ce qu'il a besoin d'entendre, que vous êtes là, aussi pour lui en ce moment, parce que en ce moment, c'est certainement lui, visiblement, qui a peut-être le plus besoin de vous. Et c'est là où, vis-à-vis de votre fille, vous pouvez lui dire, écoute, je te demande de laisser ton frère tranquille. Voilà. Bon, je vais tenter une nouvelle fois. Mais oui. C'est pas facile. Oui, mais bon, c'est pas facile parce que évidemment, vous ne pouvez pas apporter toutes les réponses et contribuer à ce qui sorte un peu de ce mal-être. Il faut aussi qu'il prenne conscience que s'il est en difficulté dans toutes ses relations, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien aussi en lui. Bon. Non, mais j'en suis bien consciente. Mais ça peut venir. Peut-être que le fait qu'avec sa femme, il faut qu'il passe par une phase où vraiment, avec sa femme, ça va plus aller du tout pour qu'il se décide à faire quelque chose. Mais oui, bien sûr. Voilà. Vous pouvez vous limiter juste à ça pour le moment et c'est déjà pas mal après tout. Oui. Vous allez y arriver, hein. J'espère. Mais oui. J'espère parce que c'est vraiment dommage. J'ai une si belle famille que on se dit toujours, on a l'impression de l'extérieur que tout va bien, mais vous savez, les relations, il n'y a pas de famille sans histoire. Hein. Il y a toujours des histoires, des choses qui se règlent, même tard. Alors, ça pourrait être tellement simple, c'est tellement compliqué. Oui, la vie est compliquée. C'est douloureux surtout pour les parents, parce que moi, je suis pas toute jeune, j'ai pas besoin de ça non plus. Hein. J'ai été malade, enfin tout ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas. Je pense qu'il est mal pour qu'il ne se rende pas compte à quel point ça. Oui, c'est pour ça que dites à votre fille qu'elle arrête. Je le répète, un peu de l'asticoter. Ça va, quoi. On jette pas de l'huile sur le feu quand il y a quelqu'un qui, vous voyez, on voit, il va bien. Tout le monde qui va mal, donc bon. Ouais. Bon, écoutez, Caroline, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, bon courage. Bon courage, mais si vous allez y arriver, il y a des choses qui vont se débloquer à un moment, certainement. Oui, il en faut. Il y a un petit message, d'Alima, qui se reconnaît un peu d'ailleurs dans ce que vous décrivez de votre fils et qui veut bien vous laisser ses coordonnées hors antenne. Donc, si vous le souhaitez, on peut vous transmettre ses coordonnées. D'accord ? Ne raccrochez pas à ce moment-là, Sonia va vous reprendre hors antenne. D'accord, au revoir. Je vous remercie, Caroline. Je vous en prie. Au revoir. Jodassin, et si tu n'existais pas? C'est vrai, je suis d'accord avec vous, Sergio Osiris, ça fait du bien d'écouter Jodassin. Ça faisait du bien, à vrai dire, jusqu'à ce que Fifi me glisse dans l'oreille, t'imagines, ça faisait 41 ans qu'on écoutait ça, et je me suis dit, là, ça fait moins de bien, tout d'un coup, on se dit, c'est pas possible. Je dis à Fifi, donc c'est pas possible, 41 ans. Il me dit, si, c'était en 75. Et là, tout d'un coup, on se dit, waouh, que le temps passe vite. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je riais toute seule en écoutant la chanson parce que j'ai une amie, qui a une dizaine d'années, j'étais chez elle, je débarque chez elle, elle était très excitée, elle me dit, j'ai découvert une chanson, mais magnifique, il faut que t'écoutes ça, c'est génial, mais on l'entend pas, je comprends pas pourquoi on l'entend pas à la radio, partout. Je dis, vas-y, c'est qui? Elle me dit, mais je sais pas, mais le texte est magnifique. Elle me met Jodassin et là les bras m'en sont tombés. Je dis non mais attends, c'est pas possible. Tu vivais sur quelle planète? Effectivement déjà 40 ans. Waouh. Bon, allez, c'est comme ça.
Fifi, il est content de son coup, là. Moi, j'étais partie avec Joe Dassin et là, il me rattrape comme ça. Ils ont décidé de m'embêter ce soir, Fifi et Paul. Il y a des soirs comme ça. Allez, on accueille maintenant, je crois, j'ai perdu du coup le prénom. C'est Martine. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je voulais dire que Sergio et Fifi ont vraiment raison parce que Joe Dassin c'est vieux, mais on ne s'en lasse pas. C'est vrai, hein. C'est vrai, vraiment. Ça. Oui, mais je me suis quand même pris un petit coup de vieux là. Tout à fait. Moi aussi. Oui, non, mais c'est ça. Bon, en même temps, c'est vrai que ça ne bouge pas et que ça fait du bien d'entendre comme ça des chansons qui ont bercé notre jeunesse. Voilà, Caroline, j'écoute votre émission depuis très très longtemps. Merci alors. Je croyais pas que j'aurais eu affaire à vous un jour, oui. Et puis le cas se présente. Alors voilà, ça concerne une de mes élèves que j'ai en cours particulier depuis maintenant 8 ans, enfin presque 8 ans. Donc c'est une élève que j'avais en 6e et puis ses parents m'ont sollicité pour lui donner des cours particuliers. Alors, je vais d'abord vous parler un peu, vous présenter cette personne que j'appellerai Marie. Oui. C'est une jeune fille de 19 ans maintenant qui est en bac professionnel, qui a un parcours scolaire assez chaotique, difficile, ce qui justifie ses cours en continu. Enfin, moi, je l'aide surtout en français, culture générale, etc. Et c'est une jeune fille qui... disons, à une mentalité d'une jeune fille de à peu près 14-15 ans. Voilà. Donc, il est arrivé très souvent que je la conseille même dans sa vie, parce qu'elle me prend un peu comme sa confidente. Depuis le temps, elle est très, très attachée à moi. Je connais bien ses parents maintenant. Oui. Nous avons sympathisé. Et il lui est arrivé parfois des histoires qu'elle me raconte, du style, elle a rendez-vous avec une copine sur une place où il y a un cinéma, elle est sur un banc, un garçon se présente, il commence à lui parler, et puis après lui dit « Tu viens te promener avec moi ?» Alors elle le suit, et puis il m'a raconté que même pas un quart d'heure plus tard, il a essayé d'embrasser, et puis elle lui a dit « Tu sais, je dois m'occuper de mes études, je dois faire très très attention maintenant, le mariage ça sera pour plus tard et tout. » Voilà, je voulais juste vous montrer un peu comment pouvait être Marie parfois. Et sans rien dire bien sûr à ses parents. Donc c'est pour ça que parfois je l'aide aussi un peu à avoir les pieds sur terre et lui dire qu'il y a certaines choses qui ne se font pas, etc. Elle est d'autre part très très bien élevée par ses parents. C'est une fille très charmante, très souriante, avenante. Oui, mais elle doit être totalement en décalage avec les jeunes filles de son âge et les garçons de son âge, on voit bien là. Totalement, voilà, et justement. Donc c'est quand même embêtant, non ? Elle est un peu coupée dans ses relations avec les autres. D'autant plus que maintenant, comme elle a dû redoubler, elle se trouve donc dans une classe où il y a des jeunes filles des jeunes garçons d'ailleurs, qui ont peut-être 2 ans de moins qu'elle. Et donc elle devrait passer pour la plus âgée, etc. Et c'est le contraire. Donc, elle ne m'a pas parlé cette année-là qu'elle était particulièrement malheureuse, parce qu'il est arrivé des années, je vous dis, elle a eu un parcours vraiment très chaotique. Elle est allée dans le privé sous contrat, après on l'a mis dans leur contrat, parce que ses parents la poussent énormément dans les études. Et il lui est arrivé vraiment d'avoir des moments où elle me racontait qu'on se moquait d'elle ouvertement par ses remarques, par son manque de compréhension, je dois avouer, parfois. Et à tel point qu'elle a même eu, et j'ai dû alerter les parents, des idées suicidaires parce que elle n'y arrivait plus, elle sentait qu'elle était au bout du bout, et finalement ses parents se sont rendus à l'évidence que peut-être un enseignement plus adapté. Donc elle a fait d'abord vente, hôtesse d'accueil, vente. Puis ça n'a pas marché parce qu'en contact avec le public ou dans les magasins, etc., elle n'avait peut-être pas l'adaptation nécessaire. Enfin, c'est ce que je pense, vraiment. Et là, elle est plutôt dans une formation pour un travail de bureau, gestion, administration. Ça serait très bien, mais elle a beaucoup de mal.
elle a beaucoup de mal, elle se donne énormément de mal. Mais il y a un décalage, semble-t-il, entre les attentes de ses parents qui, dites-vous, l'ont beaucoup poussée dans les études, et finalement ça fait que le mal-être de cette jeune fille qui semble être en total décalage, dans une forme d'immaturité affective, enfin, pas dire plus, et qui fait qu'elle n'a pas les codes des jeunes de son âge, et elle doit être l'objet, enfin, de moqueries, un peu d'humiliation. C'est problématique, ça. C'est très très problématique. Elle aurait besoin d'une aide, d'un soutien. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le pire est à venir, Caroline. Ah bon? Le pire est à venir parce que c'est-à-dire que, figurez-vous qu'une fois elle était à la maison, elle était toute affolée, elle me téléphone chez elle, elle me téléphone, parfois elle m'appelle pour demander un exercice, enfin qu'importe. Et là elle me dit, oh là là, j'ai peur, chez moi j'ai peur, il y a des gens dehors qui ont mauvaise allure, etc. Je dis, mais écoute Agathe, tu es chez toi, je sais qu'elle est dans un étage élevé, dans un immeuble bien sécurisé, je dis, tes parents vont bientôt arriver, ne t'inquiète pas. Elle vit avec ses parents encore. Elle vit avec ses parents. Bon, alors là, j'étais étonnée. Mais le pire, c'est que un jour, elle rentre donc à la maison et elle me dit dans le couloir, j'entends les voisins. Les voisins se moquent de moi. Alors figurez-vous qu'une fois, c'est vrai qu'il y a une voisine qui lui aurait claqué la porte au nez parce qu'elle n'avait pas le code. Alors et ça l'avait vraiment mise en colère et vexée. Oui, et là, elle me disait qu'elle entendait des voix. Mais vous ne les entendez pas, vous? Ils sont en train de dire du mal de moi, etc. Oui, et vous étiez là, donc ça faisait pas suite. Ça s'inspire de faits à un moment réel, un sentiment où elle est complètement en décalage avec les autres, où elle a subi certainement des humiliations. Mais là, ça relevait plutôt d'hallucinations. Exactement, auditive. Et ça, c'est... Et donc, il y a deux ou trois soirs aussi. Alors, elle était assise à côté de moi et elle me disait, et je sais qu'elle est perturbée, bien entendu, on voit qu'elle n'est pas comme d'habitude, alors qu'elle était concentrée, parce qu'elle aime vraiment venir en cours, elle fait vraiment tout son possible. Alors, elle se déconcentrait, elle me disait, je les entends, oui, ils sont là, ils disent du mal de moi, ils disent que je bois. Je dis, mais qui? Alors, elle ne voulait pas me le dire, elle avait peur qu'ils entendent. Alors, je lui dis, écris qui est-ce? Elle m'écrit le lycée. Elle m'écrit, mais je dis le lycée, mais quel lycée? Je dis oui, il me dit, ils sont au bas de l'immeuble. Et après, elle m'écrit les 2 classes de son lycée. Enfin, vraiment, la Caroline. Oui, là, vous sentez qu'elle perd des pieds avec la réalité, c'est-à-dire que ça tournait un peu dans quelque chose d'un délire de persécution. Exactement, totalement. Donc là, c'était... Là, il faut vraiment alerter les parents. Voilà, j'ai alerté les parents. Elle est fille unique, cette jeune fille? Fille unique. Oui, elle doit porter le poids des attentes parentales où ils ont mis du temps à se rendre compte que finalement il y avait que c'est parfois faire on comprend, les enfants ont du mal à renoncer à l'idée que leur enfant puisse faire des études, mais parfois le maintenir dans un circuit classique peut mettre l'enfant dans de grandes difficultés, parce que quand l'enfant est face à des échecs, il perd complètement pied, il perd confiance en lui, sans compter qu'il peut être évidemment devenir une cible, l'objet de moqueries, pour ne pas dire plus, de brimades de la part des autres. Oui. Donc ce qui peut d'ailleurs, dans ce que vous révélez d'elle, s'inspirer de faits qui ont existé. Cette jeune fille a dû vivre des choses difficiles avec les autres. Elle est très en difficulté dans sa relation aux autres, mais là, ça prend une tournure. Bon, on ne sait pas, il peut y avoir il y a quelque chose qui prend une ampleur là, qui se développe, il faut vraiment alerter les parents sur ces faits. Alors, il faut qu'elle voie rapidement un médecin, qu'elle soit prise en charge par un psy. Oui. Effectivement, donc j'avais alerté les parents, je me souviens, c'était le 31 décembre, on s'en souvient, quand c'est arrivé la première fois. Et la maman m'a dit, on essaiera de voir, etc. Et je sais que seulement aujourd'hui, elle a vu un thérapeute. Donc, ils n'ont pas pris la mesure parce que, évidemment, je ne peux pas me permettre de poser un diagnostic, je ne m'y connais pas. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en crise, que c'est une phase aiguë. C'est possible. Et qu'il ne fallait peut-être pas attendre, parce que
ça prend des ampleurs. Si c'est une phase aiguë, il peut arriver à cet âge-là ce qu'on appelle d'ailleurs des bouffées délirantes aiguës, qui ne sont pas toujours des portes d'entrée vers la psychose d'ailleurs. Ça peut être circonscrit, mais enfin il y a la nécessité d'une prise en charge. Si ça avait été vraiment très aigu, le délire, ça se serait amplifié, ça aurait envahi tout l'espace et à un moment, on ne peut plus faire autrement que de se rendre compte qu'il y a un réel problème. Vous voyez, même d'ailleurs les plus proches c'est normal quand on n'a pas la formation, quand il s'agit de ses enfants ou de ses proches, on n'imagine pas que ça peut à un moment court-circuiter, qu'il y a un délire qui est en train d'apparaître. Mais parfois le délire est tellement envahissant qu'on ne peut plus faire autrement que de dire oui, il y a problème. Et d'ailleurs les personnes se retrouvent hospitalisées. Oui, c'est ce que j'ai dit à sa maman. Je dis là, nous on s'en rend compte, mais si ils s'en rendaient compte à l'école. Pas forcément, parce que oui, alors on peut après évidemment, on peut pas refaire le parcours de cette jeune fille. Ça pose toujours la question de est-ce que des enseignantes ne se sont pas aperçues qu'elle était quand même au fond très en difficulté, pour ne pas dire souffre-douleur. Je sais pas ce qui a pu se passer. On peut, vous savez, dans les délires, il y a toujours quelque chose au fond qui part d'une réalité qui parfois d'ailleurs est tellement insoutenable qu'elle peut se traduire que de cette façon-là. Enfin, il y a pas dans tous les délires, mais là, dans ce que vous décrivez, il y a quelque chose où tout d'un coup, les autres deviennent très dangereux, très menaçants, très intrusifs. Alors, les parents l'ont amené voir un thérapeute. Apparemment, donc par SMS, sa maman m'a dit qu'hier, elle est allée voir un thérapeute. Non. Donc. Vous êtes rassurée. Ah oui, je suis rassurée. Je suis vraiment rassurée. Mais heureusement que vous avez. Mais comment je fais ? Parce que, alors, est-ce que je vais dans son. Enfin, je peux pas aller dans son sens. Je peux pas dire que j'entends les voisins. Non. Okay, bon, ça c'est sûr. Mais par exemple, quand elle a dit qu'il y avait des gens là, je sais pas. J'ai eu la réaction. Je dis je vais l'apaiser. J'ai dit à mon fils. Qui a fait semblant d'aller voir s'il y avait vraiment quelqu'un devant l'immeuble. Hein. Mais je me dis, je dois peut-être pas aller dans son sens. Ah non, il ne s'agit pas de dire que vous aussi vous entendez ces voix. C'est bien de ce qu'a fait votre fils, de dire rassure-toi, il n'y a plus personne. Ou si elle dit il n'y a personne, ne t'inquiète pas, on est là à tes côtés. C'est ça. Et si elle vous dit, c'est compliqué face à quelqu'un qui est dans un délire, de dire vous n'arriverez pas à le convaincre pour lui, il ne délire pas. C'est-à-dire quelqu'un qui entend des voix, il les entend réellement. Le problème, c'est qu'il ne peut pas admettre que ces voix sont en lui-même, que c'est dans sa tête qu'il les entend. Non, forcément, parce que qui dit délire dit perte de contact avec la réalité. Il est dans sa réalité intérieure. Et dans sa réalité intérieure, il y a effectivement des voix qui s'adressent à lui et qui généralement sont menaçantes. Donc, tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est dire je n'entends pas ces voix et d'essayer de dire rassure-toi, je suis avec toi, on est à tes côtés, personne ne peut te faire du mal. On est là pour te protéger. Vous voyez, de tenir des propos rassurants. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, ça n'existe pas. Vous pouvez dire, nous ne les entendons pas. Non, les voisins, là, dans l'appartement, personne ne peut venir te faire du mal. Tu es avec nous, voilà. Mais dans la mesure où, de toute façon, elle a vu un thérapeute, vu ce que vous décrivez des symptômes de cette jeune fille, il va y avoir une prise en charge adaptée qui va être mise en place, certainement avec un traitement et un suivi. Hein. Oui, j'espère. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait faire là. Et c'est bien. Et ça peut, vous savez, à cet âge-là, c'est pas forcément l'entrée dans une pathologie lourde de type psychose. Ça peut être quelque chose d'un épisode aigu, mais qui peut, pris en charge, permettre de parler, en tout cas, de ce mal-être que vivait cette jeune fille. Ah, c'est rassurant, ça. Parce je ne sais pas, ça peut. On ne sait pas. À cet âge-là, on ne peut pas encore. C'est seul le temps le dira. Comment l'évolution que ça va prendre. Mais en tout cas, elle l'avait vraiment. Vous avez très bien fait d'alerter les parents parce qu'elle avait besoin d'aide, un grand besoin d'aide. Oui. J'essaye vraiment de la rassurer le plus possible, de lui changer les idées. Voilà. Oui, mais maintenant, il y aura peut-être, d'ailleurs, on ne sait pas, il peut y avoir une hospitalisation qui est proposée. Enfin, prenez là, si vous voulez laisser aussi un peu les parents, l'équipe qui va la prendre en charge, voyez,
Pour le moment, la priorité n'est plus aux études, là, pour le moment. La priorité, est-ce qu'elle aille mieux et qu'elle sorte de ces angoisses terribles qu'elle a. Vous voyez, la priorité est là. Donc, pour le moment, vous ne pouvez, que vous mettre un petit peu en retrait. D'accord ? Oui, bien sûr. Vous avez fait vraiment ce qu'il fallait. Ses parents insistent pour récupérer des cours, etc. Alors que cette fille, elle est épuisée. Non. Mais j'espère que le thérapeute va leur faire entendre. On voit l'investissement parental qui était un peu à côté de la plaque là. La priorité est que cette jeune fille aille mieux, qu'on s'occupe d'elle, qu'on soigne ses angoisses terribles et quand elle ira mieux, vous pourrez la revoir, mais priorité pas aux études là. Bien sûr. C'est avant tout sa santé psychique. Je vous remercie infiniment, Caroline. De rien. Vous avez bien agi en tout cas. Donc, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Alors, est-ce que j'ai 2 Yves là qui seraient peut-être en ligne ? Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Ah, alors c'est Yves, c'est Monsieur Cinéma. Monsieur Cinéma, vous savez, depuis 1 heure, j'ai un nuage de souvenirs dans ma tête avec Ettore Scola. La disparition d'Ettore Scola, l'un des grands du cinéma italien. Alors moi j'ai un flot de souvenirs parce que le cinéma italien des années 70, c'était l'époque où j'étais à Paris. Je les ai tous vus, les films de Scola, nous sommes tant aimés, une journée particulière, affreuse, sale et méchant. Vous avez entendu Bruno Kras qui en parlait dans le journal de minuit, là? Oui. Alors je me vois encore faire la queue dans le cinéma du quartier latin. À cette époque, j'étais à Paris dans les années 70, et pour aller voir les films italiens, c'était la grande époque du cinéma italien. Effectivement. Donc vous êtes, vous vouliez, je sais que vous vouliez appeler pour nous parler d'un autre film, mais là évidemment l'annonce de la disparition de ce grand cinéaste vous bouscule. Je voulais vous parler du film Carole de Todd Haynes, le film américain qui est sorti il y a 8 jours. Oui, vous aviez à ce moment-là, vous ne l'aviez pas encore vu, vous projetiez d'aller le voir. Voilà, je l'ai vu hier. C'est un très beau film, c'est un film d'amour. C'est l'histoire de la passion entre 2 femmes. Alors, ce qui est très important, c'est que ça se passe dans les années 50. Ah oui, c'est important de resituer, oui. Voilà, c'était une époque où l'homosexualité était considérée carrément comme une maladie. Comme une maladie, bien sûr. Elle était d'ailleurs, ça a été dépénalisé seulement quand on sait même en France, sous Mitterrand, c'est les années 80, c'est pas si vieux que ça. C'est vrai. Quand on y réfléchit. C'est vrai. Et vous savez que dans l'Amérique des années 50, c'est l'histoire d'une grande bourgeoise jouée extraordinairement par Kate Blanchett. Elle est terrible, cette fille, cette comédienne, et qui s'éprend d'une jeune vendeuse. Et c'est une Ah oui, en plus, elles sont dans des univers sociaux très différents. Voilà. Donc. C'est une passion amoureuse, donc contrariée par le poids des conventions des années 50. Et les images sont très belles et il y a une très bonne direction d'actrice. C'est un très beau film. Carole, je le conseille vivement. Vous êtes allé le voir aujourd'hui, là ? Oui, hier après-midi. Oui, hier, il était déjà sur les écrans. D'accord. Oui, hier après-midi. Il est sorti mercredi dernier, oui. Donc vous n'avez pas été déçu parce que vous en parliez et vraiment il y a de très bonnes critiques sur ce film. Et pour revenir au cinéma italien, puisque on a appris malheureusement la disparition d'Ettore Scola et il y a un film alors je sais pas si on va l'avoir en France, mais qui connaît un succès fou en Italie, qui dépasse Star Wars. À côté peut aller se rhabiller sur alors j'ai pas le titre en italien, c'est dommage, mais où il parle vraiment, c'est une caricature de l'Italie, ils font le portrait d'un homme qui est fonctionnaire. J'ai vu ça. Vous en avez entendu parler? Comment ça s'appelle? Zut. Aux infos à la télé. On regarde les mêmes. L'info de France 2. C'est Covado.
Vous avez une mémoire, hein, évidemment, on retient ce qui nous intéresse, oui. Je ne parle pas du tout italien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est un metteur en scène que je ne connais pas. On va peut-être avoir la traduction d'ici 2 minutes, la fin de l'émission. Voilà, c'est un film qui n'est pas encore sorti, hein, mais c'est un énorme succès en Italie. Oui, et franchement, l'extrait qu'ils ont passé, la façon dont la critique qu'ils en ont faite, moi, ça me donnait vraiment une furieuse envie d'aller le voir. Est-ce que vous pensez qu'il va sortir sur les écrans ? Il va sortir, oui. Il va sortir ici. Mais je ne peux pas vous dire quand, ça c'est sûr. Oui. Il vient de sortir à l'Italie, donc il faut attendre un peu. Vous savez, la distribution des films, c'est quelque chose de très particulier. Hein. Par exemple, Carole, vous voyez, il ne sort que ce mois-ci, alors qu'il était présenté au Festival de Cannes au mois de mai dernier. Oui, d'accord. Voyez, les films de Cannes, ils sortent petit à petit, c'est échelonné, quoi. Hein. Bon, Frésia, elle dit de toute façon, elle prévoyait d'aller le voir parce qu'elle adore, comme vous, Cate Blanchett. Et toujours dans le cinéma italien, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film de Nanni Moretti, Mia Madre, je le conseille. Ah oui, magnifique film. Je l'ai vu là pendant les vacances. Oui, c'est d'une justesse toujours. C'est d'une. C'est vraiment. Nanni Moretti reste l'un des grands actuellement du cinéma italien. Il est merveilleux. Oui, vraiment, vraiment très beau film. Voilà. Merci Yves. Je vous embrasse. C'est un plaisir de terminer cette émission avec vous. Je vous embrasse. Au revoir, à bientôt. Bonne nuit, bonne nuit, à bientôt. Au revoir.